radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. On s'installe, Jerry. Encore une fois, des histoires un peu bizarres émergent du Québec. On a l'impression que on a l'impression que le Québec est devenu un genre de film de ding et dong. Mais au moins, ding et dong, quand il y en avait un qui était installé sur le hood en avant pour s'en aller en Abitibi, au moins, il y avait des bouts de drôles. Et là, ça commence à être moins drôle, ce qui se passe au Québec en ce moment. C'est moi qui rêve. Et pendant qu'on a des gens qui sont en grève et que surtout nos jeunes sont à la maison depuis 4 semaines après des années où on les a fait souffrir pendant la COVID, est-ce que c'est moi qui rêve que le premier ministre fait un genre de promo de son podcast sur les réseaux sociaux, un podcast enregistré avec le décevant Louis Morissette? Ouais. Et le gars n'est pas conscient de ce qui se passe. Il y a 600 000 grévistes. Et en passant, il semblerait pas que ça dérange beaucoup de monde, qu'il y ait beaucoup de monde en grève ou en lock-out ou je sais pas trop quoi. Là. À part les écoles et les hôpitaux, on m'a dit de quoi le reste, j'ai l'impression qu'on est capable de vivre avec ça sans problème. Mais juste pour nos jeunes, mais ça fait ce gars-là... juste pour dire, ça fait que le chien, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans la marde. Là, depuis vraiment? Ils sont dans la marde en tabarnak. Là. Et pas rien que ça. Les kids. Oui. Les kids. Ben oui, je sais, mais les kids, on s'en fout des kids. Ben, on peut pas s'en foutre des kids. On est là à crier toujours qu'il y a une injustice entre... Tout le monde se crie des kids. Ben voyons. Mais les policiers se crient des kids. Il y a une différence entre les jeunes du privé puis du semi-privé et les jeunes du public. Les jeunes du semi-privé sont à l'école. Les jeunes du public, puis on se le dit aussi, là, pendant la COVID, les écoles privées se sont ajustées beaucoup plus vite au niveau technologique pour être capables d'offrir une certaine qualité de cours à distance. Ça a pris du temps au public. Et là aussi, ils ont été désavantagés. Puis ça a pris des affaires pour les aider à passer les examens. Ça a pris un peu de fling-flang. Là. Après 2 ans et demi où ce que nos enfants ont été scrappés par le gouvernement de la CAQ, eh bien, ils récidivent cette année avec une grève qui s'étire, puis alors que ces gens-là peuvent passer une loi spéciale là. Ils s'entendront pas, là, OK? Ils sont beaucoup trop loin l'un et l'autre. Ils s'entendront pas. Il n'y a rien à faire. Ça va prendre un médiateur, ça va prendre quelque chose. Utilisez les autres moyens de régler cette grève-là. Mais en ce moment, si on les laisse dehors, l'écart est trop gros. Ceux qui payent, bon, oui, c'est sûr qu'il y a des profs qui n'arrachent financièrement. C'est des adultes, ça arrangeront. Oui, c'est ça, ils s'arrangeront. Mais moi, je pense aux enfants en ce moment. Je pense aux parents des enfants qui capotent de voir leurs enfants à la maison qui apprennent rien, puis que ça change complètement leur vie parce qu'eux autres, ils n'ont rien voulu de ça. Ils n'ont pas ce moyen-là de manquer de l'ouvrage. Tu sais, c'est comme, il y a comme dans la société, il y a comme des endroits où on peut avoir des grèves sans fin. Il y a d'autres endroits où regarde, tu prends ce que tu as, ferme ta gueule. Puis c'est pas mal notre vie à nous autres. Toujours un peu plus compliqué avec le monde de l'éducation puis des employés de l'État. Puis je ne prends pas de parti en passant. Je vais vous le dire, là, je vais le répéter pour la 55e fois. Là. Je ne prends pas de parti. Il y a des gens qui sont maltraités financièrement, du côté salaire. Je sais que le gouvernement ne fait pas sa job. Mais en même temps, on est déchiré avec la capacité de payer. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux payer les gens? Comment on doit s'arranger pour mieux payer les gens? Est-ce qu'on coupe du monde qu'on n'a pas besoin dans des ministères qu'on n'a pas besoin, des choses qu'on a créées avec le temps qu'on n'a pas besoin, puis que finalement, on reprend tout cet argent-là, puis on la distribue mieux à ceux qu'on a besoin? Je pense que oui. Je pense que c'est ça la logique derrière ça. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. Ce qu'ils vont faire pour régler, c'est qu'ils vont aller à mi-chemin.
ils vont nous mettre dans le trouble financièrement, ils vont aller chercher des milliards qu'on n'a pas. Tout le monde va sortir de là un peu déçu, mais celui qui va ramasser la facture devra courir à tous les jours de plus en plus pour essayer d'arriver et d'essayer d'envoyer le plus d'argent possible au gouvernement qui en aura besoin. Donc, augmentation des taxes de ci, augmentation des taxes c'est sûr que c'est ça vers quoi on s'en va. OK? Donc, il n'y a personne qui va gagner, incluant les grévistes, incluant les profs. Tu sais, je vois qu'ils perdent à peu près 350, en moyenne, ils perdent 350 $ par jour. 350 $ par jour. Qui a le moyen de cracher sur 350 $ par jour? Qui vous a conseillé d'aller en grève? J'ai de la misère à suivre ce bout-là. Là. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est un très mauvais timing pour voir le premier ministre sortir sur les réseaux sociaux et faire la promotion d'un podcast avec l'imbuvable Louis Morissette. Je la pogne pas, là. Je la pogne pas 0, 0, 0, 0. Ce qui l'inquiète, le go, là, c'est pas que les enfants n'aient pas école, qu'ils apprennent rien, ou tel. Ils s'en calissent. Pour vrai, là, ils s'en crissent. Il pense même pas à ça, là. Il s'en fout. Tout ce qu'il a dans la tête, lui, c'est jaser avec Morissette, puis trouver, comment qu'on pourrait bien faire pour intéresser les jeunes à la culture québécoise. Ils n'écoutent plus les cultures québécoises. Sur Spotify, sur Netflix. Puis tout, là. Ils ont Spotify. Ah oui. Puis ils n'écoutent plus là, la québécoise, là. Ouais. La langue, on est fiers de notre langue. On veut garder notre culture, là. Ça, c'est ça qu'il y a dans la tête. L'éducation, c'est encore lisse. Je pense que oui. Puis rajouter à ça, hier, si on parle de Legault, qui s'en va hier devant un micro pour nous faire croire, parce que hier, ils ont comme voté un nouveau pouvoir de taxation, de ce que je comprends, où ils ont voté ça la semaine passée. Et hier, il l'a expliqué. Écoutons-le, OK? Écoutons encore une autre... Ce gars-là, j'ai jamais vu un gars mentir de même. J'ai jamais vu un gars bullshiter de même. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé ça de lui. Tu sais, c'était pas mon préféré quand il était péquiste. Il m'énervait un peu. Mais je veux dire, il avait l'air d'un bon bonhomme. Il avait pas l'air d'un gars il avait pas l'air d'un gars ben tannant. Là, il est tannant sacrément. C'est un gars qui est tout le temps en train de mentir à longueur de journée. Le voici hier nous faire croire qu'il a donné le pouvoir aux villes de taxer, mais que les villes ne devront pas le prendre, là, parce que les villes vont devoir faire du ménage. Là, puis il faut que les villes comprennent que les Québécois, là, ils ne peuvent plus être taxés. Mais si c'est ça que tu penses, pourquoi tu leur as donné le pouvoir de taxer? Je vois le vert. Non, c'est de la bullshit all the way, c'est de la bullshit all the way. Parce qu'une municipalité a un pouvoir de taxation qu'elle est obligée d'utiliser, puis elle doit regarder aussi les revenus totaux qu'elle va chercher des contribuables, parce que ce sont toujours les mêmes contribuables, que ce soit à Québec, que ce soit des municipalités, c'est toujours le même contribuable qui paye, un contribuable au Québec qui est déjà surtaxé. Hey. Le gars vient de donner... Voyons donc, ciboire. Tu viens de donner le pouvoir aux villes. Puis on sait pourquoi. Lui, il dit, moi, je ne monte pas les taxes. C'est les villes qui les ont montées, là. Les villes les ont montées parce que tu leur as donné un nouveau pouvoir de taxation et tu t'en vas devant un micro faire semblant que tu exiges que les villes ne le prennent pas puis qu'ils fassent le ménage dans leurs opérations et qu'ils ne taxent pas les gens les plus taxés au monde. Voyons, pensez toujours bien pas qu'un gars... Si vous envoyez un alcoolique, il boit encore. Si vous l'envoyez dans un tout inclus, on va vous dire de quoi il va être sous toute la semaine. Là. Si vous pensez que les villes ne vont pas utiliser le pouvoir de taxation que le gouvernement du Québec et la CAQ leur ont donné cette semaine, le gars sait très bien que ça va arriver, là. Mais le gars, il s'en va vous bullshiter à la télévision. Qui conseille ce gars-là? Qui conseille ce gars-là? Ça n'a aucun sens. Bonne question. Tabarnache. Qui est derrière ce gars-là? Je comprends pas. Et rajoutez à ça le sujet du jour hier. OK? Le sujet du jour, c'est la réfection de l'anneau puis de la toile du stade olympique. Pensez à ça comme il faut. On l'a dit hier, on va le répéter encore. Là. Parce que hier, le gouvernement en a rajouté. Là.
Caroline Proulx est sortie, puis elle dit... Oui, Caroline, oui. Elle dit, ben là, dis-moi, je veux voir Taylor Swift. Oui, Moi, en c'est ça. passant, je veux pas voir Taylor Swift, elle m'énerve. Je suis capable. Oui, elle veut Moi, voir Taylor Swift, les Swift. plaît-moi. Caroline, elle veut voir Taylor Swift. Ben oui. Elle dit, si on veut voir Taylor Swift, au lieu qu'elle aille 6 fois à Toronto, puis qu'on veut qu'elle vienne 2 fois à Montréal, puis 4 fois à Toronto, il faut avoir un stade. Ben oui. Ouais, mais là, oui. Oui. Oh oui, on comprend, là. C'est pas ça le point, là. Le point, c'est que tu vas remettre 1 milliard. J'ai besoin vraiment d'expliquer ça, là. Ils vont remettre 1 milliard. C'est entre 750 millions et 1 milliard. Quand le gouvernement vous dit que ça va coûter entre 750 millions et 1 milliard, les gens qui répètent ça, là, un projet de 3/4 de million. Ben non, de 3/4 de million. C'est pas un projet de 3/4 de milliard, c'est un projet d'1 milliard. Le gouvernement n'est jamais en bas de sa fourchette. Le gouvernement finit toujours en haut de la fourchette annoncée et même qu'ils vont défoncer la fourchette d'1 milliard. Vous savez comme moi, là. Vous savez que ça va coûter, cette réparation-là, ça va coûter 1 milliard 200 millions, probablement à la fin. Là. Tout le monde sait ça. Là. Puis ça va finir probablement en poursuite que le consortium va poursuivre parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été fournies, puis il y a des demandes qui ont fait, qui finalement n'ont pas été payées, puis il va y avoir une poursuite devant les tribunaux de 75, 100, 125 millions, comme sur à peu près tous les projets publics avec les consortiums. On sait que ça va finir de même. Puis tout le monde sait ça. Le point, c'est pas lui. Le point, c'est pas d'avoir Taylor Swift ou, c'est quoi l'autre exemple qu'elle a donné? C'est Taylor Swift ou avoir un match de la NFL. NFL. Wow! Ils n'ont pas appris de l'histoire des Kings, hein? Ils n'ont pas appris avec l'histoire de 5 millions des Kings. Ouais. Puis, et c'est drôle de voir que l'histoire du milliard sur le ring olympique et son toit semble moins shaker le monde que le 5 millions des Kings. Ça, pour moi, c'est un énigme. Je ne sais pas pourquoi les milliards ne semblent pas déranger, alors que quelques millions, ça dérange. Je ne trouve pas ça plus brillant, là, l'histoire des Kings, c'est pas ce que je dis. Mais c'est un petit montant qui réveille les Québécois. Un gros montant, c'est comme si c'est pas grave. Mais non, 7, c'est plus gros qu'un. Oh. Très bon. OK. Mais c'est ça l'histoire. You're fucking right. Ben oui, Christophe. C'est pas elle, si- l'histoire. Je l'invente pas, c'est l'histoire du burger, Carly. Oui, quart de livre. Le quart puis le tiers de livre. Ouais. Quart Oui, de c'est livre, vrai. plus- Le, quart quart, de livre. le 4, c'est plus gros que 3. Ben oui. Ouais, pas drôle, hein? Ah, regarde, tu fais pleurer quand tu me dis. Mais t'as raison, c'est ça. Regarde, Non, mais j'essaie de j'ai- comprendre. C'est lui l'histoire. C'est ça. C'est que dans la tête de beaucoup de monde, 7 millions, c'est plus gros qu'un milliard. Ben non, arrête. Oui, c'est ça. Voyons. Ben oui, c'est ça. C'est 7 millions, c'est plus gros qu'un milliard. Voilà, on l'a trouvé. Tiens, encore Jerry. L'étoile du match, Arrête, encore une fois, est donnée à Jerry. Mais le point, c'est pas ça. Là. Le point, c'est pas on veut avoir Taylor Swift ou un match de la NFL. Oui. Le point, c'est pas ça. Là. Le point, c'est les Titans du Tennessee à Nashville, en arrière de Broadway, à côté de la rivière. Ils vont bâtir un nouveau stade pour les Titans, un stade fermé, OK? Parce qu'il y a à ce moment-ci de l'année, là, à Nashville, il fait pas bien beau. Puis au début de la saison, c'est bien le fun, là, mais à ce temps-ci, ça commence à être tough. Ils ont eu Des fois, des ça peut même tornades jouer. pas mal dans ce coin-là. Il y a eu des tornades cette semaine. Ouais, c'est ça, c'est Exactement. ça, Il y c'est a eu en un début front de froid qui est semaine. passé, puis il y avait des températures chaudes en avant, des bonnes températures froides en arrière, ça a frotté un peu. Puis il y a eu des petits villages qui ont été complètement dévastés. Donc, tu sais, eux autres, ils ont dit on va faire un stade fermé. Puis on va pouvoir ouvrir l'été quand il fait beau. Comme tous les stades dans des endroits comme Nashville. Sacrément. Ils vont démolir le stade à côté. Donc, et ils vont bâtir le nouveau dans le parking du stade actuel. Quand le nouveau stade va être prêt, ils débâtissent l'autre. Le stade qui est écœurant, je ne sais pas si vous avez vu les images, le stade est écœurant. Et tout l'aménagement par après, une fois que le stade soit démoli. Tout ça, là, OK? Nouveau stade, avec un toit fermé qui peut ouvrir. Tu sais, avec toutes les caractéristiques de 2024 pour l'architecture, l'ingénierie, toutes ces patentes-là. L'aménagement alentour, la démolition du stade actuel, c'est 2,1 milliards de dollars. C'est moins de patience avec ça, là. OK, on est à la même place, là. 2,1 milliards pour faire tout ça, là. Et là, vous me dites,
que si on arrange le ring d'un stade qui est dégueulasse, des années 70, mal pensé à la base, avec un son de marbre à l'intérieur, pas une place assise où tu vois comme du monde, pas une bolle de bruit toilette d'enfer. C'est ça, une bolle de toilette en ciment. Là. Ah oui, une cochonnerie. Que ça va coûter 1 milliard. C'est ce qu'il nous dit. Ça risque de coûter plus que ça. Et que si on le démolit, là aussi, ça va coûter 1 milliard. Ils leur ont demandé hier. Hein? Ils leur ont demandé? Oui, ils leur ont demandé. Moi, j'ai entendu Fitzgibbon répondre. J'ai entendu la Caroline Proulx répondre. Ils leur ont demandé, est-ce que vous envisagez de le démolir? Ça serait une solution? Oh, non. Ben non, jamais. C'est aucunement dans les plans. OK, c'est aucunement dans les plans. Mais eux autres, c'est parce qu'ils n'ont aucune vision. Là. Ils ne se disent pas démolir pour construire un autre stade. C'est évident que si tu le démolis et tu ne fais rien d'autre, à Montréal, ça prend un stade là, si tu veux être une ville. Ben, si tu me le demandes à moi, là, don't get me wrong, là, je vais être party pooper, comme on dit. Je vais être party pooper. Si tu me le demandes, là, moi, regarde, mets 225 millions comme ça coûte ailleurs, décris ça, mets ça à terre, merci, bonsoir, fini. OK? Il n'y a plus de stade. Tant qu'il n'y a pas un plan d'une équipe de hockey, d'une équipe de baseball, une équipe de football ou autre chose, là, ou un genre de le FC Miami qui s'en vient jouer avec Messi ici, puis ça prend un stade. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas besoin d'un stade. Il n'y a pas d'événement pour un stade. Pour rentabiliser un stade, ça te prend quelque chose. Là. On ne peut pas faire comme on a fait avec l'Arena à Québec. Là. À un moment donné, quand on est dans la pure folie, mais là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça nous prend un stade pour les gros spectacles. » Oui, je sais. Mais dans un monde normal, on ne devrait pas en avoir. Pourquoi je vous dis qu'on devrait en avoir un pareil? C'est que si on est assez cave pour mettre 1 milliard sur un ring puis sur un toit, ben on est aussi bien de mettre 2 milliards comme on donne le contrat aux Titans du Tennessee. Puis on leur dit, faites exactement ce que vous faites au Tennessee, mais à Montréal. Ah oui, donc je me dis, tant qu'à mettre 1 milliard sur cette affaire-là qui est complètement finie, qui va être finie pareil, ben, on est aussi bien de mettre 2 puis d'en avoir un 9, puis que celui-là se démolit. Mais là, Radio-Canada reçoit des profs, puis des historiens, puis le gars de la Régie des installations olympiques. Puis on a une prof qui parle. Ben, il faut dire, là, que le stade olympique, c'est un stade avec de l'histoire, et on ne peut pas tout démolir, on ne peut pas tout jeter. C'est un attrait touristique. Oui, c'est un attrait touristique. Il y a eu c'est une erreur. Le stade olympique, c'est le début de la fin. Avant ça, là, j'ai vu le texte de Régent Tremblay. Le Régent a un superbe texte. Dommage qu'il soit dans un média qui ne lui donne pas l'exposure qu'il devrait avoir. Mais le texte d'hier sur qu'est-ce qui est devenu le Québec. Quand on se demande c'est où que ça a commencé, comment ça qu'on a fait le métro, comment ça qu'on a eu l'Expo, comment ça qu'on a bâti les autoroutes, comment ça qu'on a fait... Toutes des affaires qui se sont faites dans les années 60-70. Mais ça a été où la coupure? La coupure, c'est tout relié à... Comment est-ce que je pourrais dire? C'est relié à la fierté. Et la fierté, elle a été shakée quand on a fait venir les Olympiques. Le fond était bon. Mettre Montréal sur la map avec les Olympiques après l'Expo 67, c'est extraordinaire. Mais le fait qu'on a présenté les Olympiques avec une grue dans les airs, même les Russes ne font pas ça. Avec un stade pas fini, puis qu'on a su qu'il rentrait des camions là, puis qu'il y a des maisons qui se sont bâties, puis des piscines qui se sont bâties sur notre dos, puis qu'on s'est fait fourrer tout le long de la construction de ce projet-là. C'est là où notre confiance et notre fierté ont pris le bord. Le début de la fin, c'est le stade olympique. Si on veut repartir à zéro quelque part, la première affaire qu'on doit faire pour casser le mood dans lequel on est depuis 30 ans, 40 ans, c'est justement éliminer le souvenir qu'on a du premier échec québécois. Ben oui. Le fucking stade olympique. On met une bombe dedans, on le fait sauter, on se fait un party, on organise des chums avec des 10 roues et des 12 roues, puis ils garderont le ciment en souvenir, je vais le faire. Est-ce qu'on avait sorti le prix au final que ce stade-là a coûté depuis le début? On l'avait-tu sorti? Ben avec le financement, je pense qu'il a coûté... il a été financé longtemps avec les taxes du tabac, là. Je pense que c'est un projet original de 200 quelques millions. C'est énormément d'argent dans le temps. Puis finalement, je pense qu'avec le financement, ça finit aux alentours du milliard.
Non, c'est une honte, là. C'est une honte. Et de savoir que ces gens-là, ça vous montre comment on est mené par des imbéciles. Sérieux, là. Sérieux, je veux dire. Il n'y a personne qui fait une patente de même. Il n'y a personne qui pense... Si tu me dis, on va mettre 50 millions sur le stade, puis on va le tenir debout encore pendant 15 ans. OK, mets 50 millions, arrange-les. Dans le temps, on aurait dit, c'est 50 millions, my God. Là, aujourd'hui, 50 millions, regarde. C'est les 50 millions, on voit là tous les jours. 50 millions, je dis, OK, regarde. Un stade, peut-être, le CF Montréal joue là de temps en temps, il y a quelques affaires. Les Blue Jays viennent au printemps. Et là, 1 milliard pour la même maudite cochonnerie, qui était une cochonnerie quand on allait voir les expos dans les années 80, et qui était encore devenue bien plus une cochonnerie que jamais. Puis là, on veut mettre 1 milliard pour le garder. Excusez-moi, là. Tu sais, on mérite de disparaître, là. Tu sais, on est vraiment, comme société, on est vraiment devenus des idiots. Une gang de cruches. Gang de cruches, ça va comme c'est mené, j'imagine. C'est eux autres qui nous amènent vers... Je connais plein de Québécois qui n'en sont pas, là. Mais la patente aux... Tu sais, personne ne semble vraiment shaker de ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de levée de bouclier. C'est pas pantoute la même affaire que quand il y a eu l'annonce du match des Kings. Là, quand on est peut-être dans ceux qui... Il y en a peut-être une gang, là, mais on n'est pas nombreux tant que ça à trouver que c'est cave, là. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui dorment au gaz. Mais dans l'histoire du stade, il y a une affaire que le monde n'a pas trop parlé, c'est que... Qu'est-ce qu'on a entendu, là? Ça nous prend une capote, puis ça nous faut le rime en haut. Il faut changer le rime en haut. Mais il n'y a pas juste ça dans l'histoire. Non, il n'y a pas juste ça. Parce qu'ils ont fait des inspections du squelette de béton du stade. Puis ces inspections-là, on n'a pas les résultats. Les résultats ne sont pas publics. Il est fini. Et dans le deal, là, dans la patente du rime puis de la capote, il y aurait justement des travaux sur le squelette même du stade. Imagine-toi. Mais en plus, il est craqué. En plus, il est chic. Il a toutes les raisons du monde. Finalement, au lieu de mettre des bombes dedans, tu mets un pétard, c'est tout tombe. Regarde. Mais, tu sais, je suis en train de regarder tu mets les haut-parleurs, tu mets Céline Dion pendant une semaine, puis le stade tient pas. Moi, je suis en train de regarder les chiffres. Là. En 69, ça avait été évalué à 100... Ça a mal commencé, finalement. Ça avait été évalué à 120 millions, le stade. OK. En 69. Le prix a été revisé à 320 millions en 72. OK. En 1975, c'est monté à 610 millions. Là, OK. Il n'est pas construit. Ça a bien été. Regarde, Ouais. Je te le dis, c'est le début... Attends. Oh oui. C'est le début de notre médiocrité, c'est là. 5 mois plus tard, 730 millions. Et finalement, quand ils l'ont fait, ça a fini à 937 millions. En 76. En 76, là, le Parc olympique, 937 millions. OK, donc, je partais pour te dire tantôt qu'avec le financement, j'avais en tête 2 milliards. Puis je me disais, je dois me tromper. Là. Ça veut dire que le financement sur lequel ils l'ont mis, c'est sûr que ça a fini à 2 milliards. Ben oui. On a le stade qui a coûté le plus cher au monde, inutilisable. Incroyable. Incroyable. Puis les imbéciles veulent continuer. Oui. My God, je comprends plus rien. Ouais. Regarde. On vient. Pirate. Radiopirate.com. Next, fresh. New revolution. Radiopirate.com. C'est le 2 pour 1. Avec mon ami Gilles Parent, avec Jerry également. On pourrait quasiment dire que c'est le 3 pour 1. Puis 3,5 pour 1 parce que Mr. White est toujours pas loin bien. Donc, prêt à intervenir. Lui, c'est une demi. Moi, je suis une demi. C'est Une belle demi quand même. Une bonne demi. Une bonne demi. Oh, oui, c'est comme un 3/4. Ils réussissent à m'insulter à l'intérieur d'une insulte. Double insulte. Non, mais c'est comme un morceau de gâteau. Là, tu dis, donne-moi juste la demi de ce morceau-là, mais c'est toujours un 3/4. Tu m'en sers ces gâteaux quand on dit, tu sais, n'importe quelle fête, on dit un petit morceau. On n'a jamais un petit, là. Tout le monde dit ça. Hein? Non, un petit morceau. C'est juste un petit morceau. Fais une brique dans l'assiette. On est tous menteurs. Gilles, je veux t'entendre parce qu'on est dans le prime et le live en même temps, puis on aime commencer ce bloc-là en parlant de ce que tu as vu dans l'actualité cette semaine. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer cette semaine? Bien, vibrer, c'est relatif, mais je suis un peu comme tout le monde. Je commence à avoir une opinion qui change sur la grève syndicale. Il y a deux affaires qui m'ont marqué, puis je veux qu'on en parle. Mais t'étais où au départ? T'étais avec... non, mais je comme tout le monde, là?
je trouvais que de toute façon, je ne peux pas changer mon discours, je ne peux pas changer la morale de ce que je pense de la société. Je pense que la base de la société, c'est la connaissance. La preuve, c'est que dans l'histoire, si tu vas dans un pays africain, si tu vas dans des endroits en Inde où il n'y a pas d'instruction puis d'éducation, ben c'est des gens qui sont totalement limités, Jeff. Fait que moi, je pense que l'instruction, l'éducation, c'est fondamental. Je pense pas que je suis le seul à penser ça. Donc, évidemment, le travail autant des infirmiers pour la santé puis les médecins que les professeurs pour l'école, c'est dur. Puis je sympathise parce que je sais... Écoute, ma sœur a été professeure. On connaît tous des gens qui ont été professeurs, dans notre famille, dans nos amis. Fait que, je sais que c'est dur, puis je sais surtout, Jeff, que ce qu'ils doivent faire enseigner et souvent prend le bord parce qu'ils sont obligés de faire beaucoup de gestion de personnes, beaucoup de leur enseigner à des gens dans la société, donc à faire de la police quasiment. Fait que tu perds beaucoup de temps pour l'enseignement, puis il y a beaucoup de problèmes. C'est drôle parce que moi, je suis de la période, j'ai 63 ans, vois-tu, je suis allé à l'école et c'est vrai qu'il y avait des turbulents dans la classe, mais il y avait des classes spéciales pour les gens qui avaient vraiment des difficultés. Oui. Moi, je pense encore que c'est une bonne idée. Le cœur du problème, il est là. Oui, mais Jeff, totalement. Donc, pour parler on pourra en reparler, mais je sais que vous en avez parlé beaucoup, mais je veux juste dire, j'étais en soutien total, sauf que, total, c'est-à-dire que j'ai soutenais, puis je pense que j'ai soutien encore. Par contre, j'ai beaucoup de misère, mais ça... Combien de fois, Jeff, je me rappelle, on était à Choix, je t'écoutais même à Radio Pirate. On a rarement des problèmes avec les syndicats, on en a plus avec les syndicats. Oui. C'est souvent ça, le problème. Puis carrément ça. J'entends cette semaine une des chefs syndicats, je ne peux pas dire parce que le Front commun, ça vient mêlant, la FAI, la FIC, la CIF. Wow. Mais j'entends la phrase, puis je dis, attends un peu, qu'est-ce que c'est souvent Mme Picard qui est là. Ouais. Mme Picard, mais là, c'était pas Mme Picard. C'est pas elle. Pour être honnête, c'était pas elle. Mais peu importe, garde bien, Jeff. La phrase est simple. Elle dit, il n'est pas question que le gouvernement nous dise quoi faire. Là, je me dis, attends un peu, là, c'est qui qui mène? C'est qui le boss? Ben oui, ça m'énerve, Jeff, ça m'énerve. Ils se permettent de dire ça et ça n'a pas de sens. Non. Ça, c'est une première affaire. Ça n'a pas de sens de dire ça. Puis d'autre part, M. Legault, qui hier matin, je te le dis, plus je le regarde dans les derniers mois, Legault, le premier ministre du Québec, quand même, il ne faut jamais oublier ça. Il est complètement perdu, lui. Il n'est pas juste... Oui, Jeff, je signe là-dessus. Mais je trouve surtout qu'il a l'air du gars qui veut absolument, mais absolument, avec un A à la puissance 10, être aimé. Puis être celui qui mène la patente, puis montrer que c'est moi qui mène, puis je vois... Fait qu'il sort du char hier matin. Les journalistes mettent les micros sous son nez. Ils ne savent pas ce qu'il va dire. Il n'est pas obligé. Il dit, les étudiants... Moi... Puis pas... J'ai bon espoir que ma gang qui travaille... C'est pas pareil, là. S'il avait dit, la gang qui travaille aux tables, j'ai bon espoir qu'il y en arrive un règlement, on a avancé beaucoup. Ça, c'est assez. Puis il n'est même pas obligé de parler, mais il aurait pu dire ça. Mais là, tous les élèves vont être à l'école lundi. Ah oui, il a sorti ça des roues. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Si ça n'arrive pas... Non, mais Jeff, si ça n'arrive pas, on sait ce qu'il va dire. Il va dire, les syndicats ont bloqué, c'est pas de notre faute. Il y a déjà ses réponses, là. Mais malgré tout, la crédibilité d'un premier ministre, est-ce qu'il est obligé tout le temps, de donner son petit... Il l'a fait 2-3 fois là, dans la grève, encore une fois. Là, ça avance. On a de la misère avec la FIC, les infirmières, c'est compliqué. Puis tout. Mais il y a des ministres, il y a des sous-ministres, il y a des gens comme ça se peut pas. Puis c'est pas une affaire qui... C'est pas arrivé, Jeff, cheveux sur la soupe, là, les négociations, ça fait longtemps qu'on sait que ça va avoir lieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des citoyens québécois n'ont pas compris l'augmentation des salaires pour les députés, tout ça. Tout ça, ils savaient très bien que ça allait, après ça, amener une confrontation avec les syndicats, puis que ça allait être mis de l'avant, là. C'est une évidence. Fait que vois-tu, je comprends pas, Legault, ce rôle-là qui tient absolument à avoir être celui. C'est moi. Ça sonne vraiment comme un... C'est moi aussi, tu sais, quand t'es un camp, là, on est allé au camp Keno, là, puis moi, puis celui qui parle tout le temps, puis qui veut... Des fois, c'était moi. qui parle tout le temps, mais ce que je veux dire, Legault, c'est comme si c'était important qu'il dise c'est moi le premier ministre. On comprend pas. Où ça sort, ça? C'est ça aide c'est qui, un gars qui veut se fermer. Oui, puis ça aide qui quand tu fais ça? Aujourd'hui, puis demain, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais aujourd'hui et demain, il y a une pression de fou. Puis finalement, je pense que ça discrédite son monde qui est à la table. Parce que tu te dis, c'est Legault qui va décider. C'est lui qui va dire, c'est lui. Tu sais, tu comprends? Et laisse-le travailler, Batin. Tu as travaillé dans des compagnies à la radio. J'ai travaillé dans des compagnies. Le président nous appelait-tu 2 fois par semaine pour dire, mais non, laisse travailler ton monde. Si tu mets du bon monde autour de toi, ils vont travailler. Non, si tu mets des gens, Jeff, c'était des gens compétents, tu vas regarder aller. Tu vas juste te dire, toi, comme premier ministre, voici ce qu'on aimerait, voici ce qu'on pense, puis bon, mais as-tu obligé tout le temps de faire ça dans les médias? C'est ça mon point. Je sais qu'on est dans les médias, on parle des médias, nous, là. Mais
est-ce que les citoyens du Québec et même les professeurs ainsi que les infirmières, eux autres, ils veulent que ça se règle? Évidemment, ils ont toutes des demandes qui sont souvent surélevées pour en arriver à une négo, comme tout le monde. Mais c'est Tout une le monde méchante fait- bouillabaisse, pareil. Là. Eh, Tu Seigneur. sais, veut dire, pardon, là, de ce temps-là, c'est le dossier des. Il y a plein de. Il y a des concierges là-dedans, il y a des. Ah oui. Il y a plein de monde là, qu'on Ah ben, pourrait parler, il y a mais plein de travailleurs le de soutien, symbole, c'est c'est vrai. les profs. OK? Oui. Parce que pour les raisons que tu as dit, c'est l'éducation, etc. Puis moi, regarde, je suis bien. Tu disais, on connaît tous quelqu'un. Moi, c'est pas la première fois que tout le monde le sait. Là, mon père était prof Oui. de sa vie, Oui. et ma mère était prof jusqu'au temps que mes sœurs arrivent sur le tard. Donc, puis ma mère m'a annoncé dernièrement, elle qui était une prof, puis qui était la déléguée syndicale de son école. Et en ce moment, elle m'a surpris. Ma mère est une social-démocrate très intense. Elle m'a surpris de dire je n'appuie pas les demandes syndicales actuelles. Elle dit OK. je suis Elle la appuie les patente, profs. elle dit je débarque. Elle appuie la profession, mais c'est ça, demande syndicale exagérée. Et surtout, le côté... Moi, je pense, en tout cas, je ne sais pas si ta mère, c'est ce que tu sens dans ce qu'elle disait, mais surtout le côté... C'est nous autres qui mènent. Et non, tu peux pas penser comme syndicat. Il y a une arrogance chez les syndicats, moi, qui me dérange. Il y a une bouillabaisse de choses, de demandes. Là. On parlera du salaire tantôt, vite. Mais ce que tu as dit tantôt, là, c'est lui, la madame de la presse, là, qui n'est pas toujours bonne, là, mais là, qu'elle vient d'allumer. Là. Stéphanie Gramont, je pense, Stéphanie a Gramont, écrit ouais. hier, c'est l'éléphant dans la classe. Et je cite, là, Mais cite c'est un ce qu'elle bon a texte, écrit je hier. l'ai lu hier. À l'inclusion à tout prix, ça tue à petit feu les enseignants qui ne sont pas formés pour s'occuper d'autant de cas différents. Certains ont l'impression d'être comme à l'hôpital en pleine pandémie et d'avoir à choisir à qui donner le respirateur. L'intégration des élèves en difficulté, c'est l'éléphant dans la classe. C'est le véritable enjeu qui mine le système d'éducation. Et c'est aussi le nœud des négociations actuelles avec les enseignants. Il est temps de revoir notre politique d'adaptation scolaire, mais comment? Je veux juste dire à Stéphanie Gramont que quand ça s'est arrivé, on faisait déjà de la radio d'opinion à ce moment-là, puis probablement, Gilles, que tu étais même à la même antenne que moi à ce moment-là. Puis moi, je me rappelle, en venant de gens alentour de moi qui sont dans le système d'éducation, c'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie, là. Et quand ils ont fait ça pour égaler, comme dirait l'autre, on va égaler, bien, qu'ils ont voulu donner la chance à tout le monde, des gens comme moi, là, puis probablement toi aussi, Gilles, là. Puis, tu sais, moi, je suis toujours vu comme le mauvais garçon, là, mais on criait que ça marchait pas. Mais non. On criait que c'était pas une bonne idée de ralentir les doués pour essayer de donner un break à ceux qui ont de la misère. On savait que ça allait sacrer le bordel dans la classe, puis que ça allait désavantager les bons, que ça allait mettre les profs dans la marde et que ça allait pas améliorer le cas de ceux qui en arrachent. On le savait, on le disait, mais on a été démolis par cette gang-là qui, là, finalement, allume. On pense que c'est... Ouais, mais il y a 20 ans, 25 ans, quand c'est arrivé, vous aviez l'autre discours. C'était l'intégration de tout le monde puis l'égalité dans la classe. Bien là, c'est ce qu'on a. C'est lui le gros du problème. Là. C'est C'est sûr. lui. Jeff, l'affaire, moi, je te dirais que c'est un reflet exact de la société actuelle. C'est-à-dire, là, il y a un retournement. C'est une bonne nouvelle que Stéphanie Gramont a écrit ça, parce que, oui, elle le fait à rebours, elle le fait en retard peut-être. Puis on peut penser qu'à force de réfléchir, la lumière Ça finit est par arrivée. rentrer. Ça finit par rentrer, puis tant mieux. Mais on a une situation, tu sais... Pose-toi la question. Regarde la société quand on est arrivé avec tous les problèmes d'intégration des gens qui se disent différents. Le wokisme, tout ça. On en est arrivé à prendre une proportion très petite de la société, puis les écouter, puis les entendre et les écouter. Fait que, tu sais, on en est arrivé à des situations que la plupart des gens, je ne veux pas mettre tout le monde là-dedans, mais la plupart des gens trouvent ridicules. L'histoire des toilettes à l'université, ça prend 16 toilettes. Une pour les gens qui se sentent de même, puis se sentent de même, puis je me sens de même. Alors qu'on peut mettre toilettes, mix, puis les bars ont compris ça depuis très On longtemps. sait que dans 10-15 ans, on va reculer Ben, parce qu'il va arriver plein ben, d'affaires. On va dire, mais- finalement, c'est cave. Mais ceux qui le disent aujourd'hui que c'est cave passent tous pour des méchants. Alors, ramenons ça à l'école. Dans les faits, un enfant qui a de la difficulté d'apprentissage, qui a eu des problèmes d'apprentissage, qui a besoin de soutien, d'abord, prenons-le comme, mettons que je suis un parent, parce que c'est souvent les parents qui poussent pour ça. Mon enfant a le droit, je paye des droits scolaires, je paye des taxes, il a le droit d'être avec ses amis, puis il a le droit d'être intégré pour qu'on ne le mette pas en marge de la société. Parfait.
OK, bon, ça, c'est le vœu extraordinaire. Tu veux que ton enfant soit comme les autres. Tu veux qu'il puisse faire, puis d'ailleurs, il y a des annonces à la télé, puis l'intégration, on ne peut pas être contre ça. L'intégration, il y a des étudiants qui font même leur maîtrise, qui vont faire leur doctorat, puis avec des handicaps, assez importants. Donc, c'est vrai que ça se peut. Par contre, pour des très jeunes, primaire, secondaire, puis surtout primaire au départ, est-ce qu'on les sert bien en les mettant à travers d'autres? Parce que ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir à la société en disant tout le monde est intégré, mais est-ce qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin? La question est là, mais la réponse est non. Je m'excuse, mais non seulement ça nuit à l'apprentissage des autres, mais ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. Quand ils sont... Est-ce que vous ne pensez pas... Moi, je ne le suis pas, là. Je ne suis pas une personne qui a vécu un handicap, je n'ai pas un enfant qui l'a eu, mais... J'en connais parce que j'en connais très proche de moi qui ont vécu ça et qui ont une opinion qui ressemble à la tienne, Jeff, et à la mienne, puis à celle de Jerry probablement. C'est que ces enfants-là ont besoin de soutien. Ça prend des gens qui connaissent ça, qui sont capables de les aider et ils sont bien avec des gens qui, comme eux, ont des limitations. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bien juste avec eux autres. C'est pas ça mon point. Tu as des handicaps, mais tu as aussi des problèmes d'apprentissage. J'ai des enfants qui arrivent à l'école, qui rentrent à l'école avec un cartable de 2 pouces d'épais. Là. Ça, c'est 2 pouces épais de problème dans un cartable. Oui. C'est impressionnant quand tu vois ça. Là. Mais ça, c'est le dossier qui arrive avec le bambino. Le petit gars, il y a 10 ans, il y a un cartable avec lui. Là. Ouais. Quand tu penses à ça. Là. Mais lui, il ne peut pas être assis avec les autres. Mais ça, c'est l'époque. L'intégration absolue. Non. Ben oui, c'est ça l'époque. L'époque, c'est que tu construis une bâtisse pour millionnaires à Basseville, de Québec. Mais tu veux mettre des logements sociaux dans la bâtisse avec des condos d'1 million dedans. Ça marche pas. Pour que tout le monde vive ensemble, ça marche pas. Puisque le gars qui est multimillionnaire, il veut pas vivre avec des pauvres. Faut pas avoir peur des mots. Le multimillionnaire, il vit pas avec des pauvres. Dis-le comme tu veux, là. Oui. C'est la même chose. C'est un parallèle. Je fais un parallèle. Donc, l'affaire, c'est que tu as des enfants, eux autres, qui avancent, qui comprennent, qui suivent, autrement dit, le beat de la classe. Parce qu'une année scolaire, on apprend à écrire des affaires. Là. Oui. Surtout primaire, secondaire. C'est incroyable. C'est inimaginable. Tu apprends à lire, tu apprends à écrire les mots étiquettes, les affaires. C'est inimaginable. Oui. C'est inimaginable. C'est des vraies éponges, les enfants. Puis tu as d'autres enfants qui ont... Pas la même vitesse d'apprentissage, c'est ça? Pas la même vitesse. Ils sont à 10 km/h sur l'autoroute. Là. Oui. Tu peux pas. Mais c'est une réalité pour eux. Puis l'autre, mais c'est pour les aider réellement. Oui. OK? Moi, je suis prêt à en payer en crise des impôts pour eux autres. Oui, ils en ont besoin. Il y en a d'autres qui ont moins besoin de soutien. Je suis prêt à payer de l'impôt en masse pour eux autres. Parce que moi, je veux, ils roulent à 10, je veux qu'ils roulent à 50. Ben, t'es pas obligé d'en payer plus. Ils peuvent prendre la grosse quantité qu'ils te prennent puis prendre l'argent qu'ils mettent dans des affaires bizarres. Je ne dis pas d'en payer plus. Je dis pas d'en payer plus. C'est une expression que je veux dire. Dans le sens que c'est pas de l'argent perdu. Parce que ces jeunes-là qui roulent à 10, puis à un moment donné, ils roulent à 50, mais s'ils roulent à 50, ils vont pouvoir un jour être autonomes dans la vie. Avoir leur appart un jour, ils sont contents quand ça arrive. C'est ça qu'on veut, qu'ils soient autonomes dans la vie. Ce qu'il ne faut jamais oublier de dire, Jeff, je pense, c'est que quand tu as une classe où on a intégré de façon imposée ou administrative des jeunes qui ont plus de difficultés, c'est inévitable. Demande à n'importe quel prof. Puis même, on n'a pas besoin de demander aux profs, mais ils vont nous le dire pareil. Vous pourriez deviner comment ça se passe. Ils demandent énormément de temps aux professeurs. C'est logique. Parce que souvent, tu vas répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça prend des classes avec moins d'enfants. Tu vas aller le voir, tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Pour ces classes-là. Pour ces classes-là. Mais si tu es même, moi, je te parle juste du cas actuel dans bien des classes où sont 25 enfants. Il y a 25 enfants, dont 2, 3, 4 qui ont des difficultés particulières. Il y en a qui ne savent pas bien lire. Il y en a qui ont des difficultés de motricité. Peu importe. Il y en a qui ont des difficultés qui vont demander au professeur, qui est un professeur qui est étudié pour être professeur, qui étudie en éducation. Il a étudié en éducation particulière, il a étudié en physiothérapie. Dans certains cas, ça prend ça aussi. Ça prend de la psychothérapie. Ils n'ont pas tous fait ça, on est d'accord. Christy, on est rendu à peu près avec 25 des professeurs au Québec qui ne sont même pas qualifiés pour ce qu'ils enseignent. C'est vrai, c'est la réalité parce qu'on manque de profs. Fait qu'on l'a dit, oh oui, regarde, c'est comme des surveillants, mais surveillants avec un titre. Ils n'ont pas scalpel dans les mains, eux. Fait que, on est assez lousse sur notre façon d'être. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Mais la réalité, c'est que quand parce qu'on doit le faire, parce que ces jeunes-là n'ont pas d'affaire à souffrir d'une classe où on ne s'occupe pas d'eux. On s'occupe d'eux. Mais les autres, on s'en occupe moins, puis on avance moins vite. Fait que tout le monde avance moins vite. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas contre personne. Moi, c'est clair, pour moi, clair et net. Mais regarde, je vais donner le point de vue de ma mère. Ma mère, elle me dit,
Elle dit, moi, quand j'enseignais dans le temps, elle dit, dans les années 70, elle a dit, n'oubliez pas là, qu'il y avait des problèmes aussi. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Là. Il y avait toutes sortes de catégories. Elle est au primaire. OK? Au secondaire, mon père était au secondaire, puis il y avait un professionnel long, un professionnel court. Et dans les cours en général, il y avait des groupes plus rapides, il y avait des groupes moyens, puis il y avait des groupes plus lents. On s'appelle de ça. On était là-dedans. Mais ma mère a dit, au primaire, elle a dit, moi, là, elle dit, ça venait de tout partout, ça venait de toutes sortes de milieux pauvres, parents pour qui l'éducation, c'est pas important, des hyperactifs. Il y en avait plein, mais on ne savait pas c'était quoi. Elle dit, il y en avait plein, puis elle dit, nous autres, on n'avait pas de, je sais pas c'est quoi, là, Ito, Renault, Longo, je ne sais pas trop quoi, là, tous les termes elle dit, on était les spécialistes, un prof. Il n'y avait pas de spécialistes dans l'école. Puis il dit, nos classes, c'était 33 élèves. Mm-hmm. Elle dit, ils ont gagné, puis elle dit, OK, je vais leur donner ça. Ils ont gagné, mon année, à 30, puis ils ont gagné à 28, puis ils ont gagné à 27, puis ils ont gagné à 25. Elle dit, là, coudon, elle dit, les profs, ça va-tu finir qu'ils vont avoir 15 étudiants dans la classe? Donc, ça, c'est la. Les gens vont me dire, ben, écoute, ta mère est rendue à avoir 80 ans, c'est une vieille bonne femme, c'est d'une autre époque, etc. L'expérience, quand même. Mais elle a quand même un point, là. Est-ce qu'on est en train aussi de se servir de ce qui se passe? Oui, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'hier, mais ceux d'hier étaient peut-être aussi gros. Est-ce qu'on, des fois aussi, on n'essaye pas d'avoir de moins en moins d'histoires tu sais, dans notre job de tous les jours, là, la société en général veut travailler moins de journées, moins d'heures, avoir moins de responsabilités, travailler à la maison de plus en plus. Ça se peut qu'on utilise ce qui se passe aussi pour avoir moins de tâches. Est-ce que je me trompe? Bien, qui veut travailler plus? On en connaît du monde qui aime. Puis ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta job, tout ça, mais c'est sûr que les conditions de travail, tu t'essaies de les améliorer. Puis, moi, ma femme, au primaire, elle a eu des sœurs. Elle est allée dans une école. Religieuses? Oui, c'est des religieuses. Là. Elles sont primaires. Les professeurs, c'était des religieuses. Très malines. By the way, elle connaît son français. Là. OK, ça donne bien, moi. Elle a appris là, le français. Là. Elle a à peu près au secondaire, elle a appris au primaire. Mais les religieuses, ils couchaient dans l'école. Il y avait des dortoirs avec des religieuses qui dormaient là. Ça veut dire, là, ça, c'est l'extrême d'un bord. Des religieuses qui enseignent. D'une vocation, donc une vie. Ils couchent dans l'école. Une vie à l'école. Tandis que de l'autre bord, là, tu es rendu en 2023. Là, tu as un professeur qui va avoir la grosse paye. Il va avoir 15 élèves dans la classe. Puis il veut pas travailler fort. Puis, by the way, aller surveiller dans le cours d'école, ça m'écoeure. Et on doit le dire encore. On doit le dire encore. Je lève les bras. On parle pas de tout le monde. OK? Non. On comprend, là? C'est pas tout le monde, là. On fait une différence entre les bons profs, les syndiqués, les syndicats, etc. Je veux qu'on le dise, parce que ça, là, des fois, ça part en histoire. Tu es d'une famille où il y a eu beaucoup de monde dans l'instruction et l'éducation, mais tu te rends compte d'une chose aussi. On pense. Il faut tout le temps faire attention à ce qu'on dit. On marche sur des œufs dans une société encore plus que jamais surveillée et surveillante. Mais, tu sais, les professeurs, quand tu parles à des professeurs, ils vont dire... Il y a même des syndiqués présentement qui se disent m'a t'en posé une question qui m'a été posée. On change un petit peu de sujet, mais on reste dans le sujet de la grève, OK? Il y a quelqu'un qui travaille, je pense que c'est dans le syndicat de la FAE, qui n'ont pas de fonds de grève. Fait que moi, innocent... Bon, ça, c'est mon gars, ça. OK, bon. Innocent de Gilles Parent, moi, je me dis, pas de fonds de grève, OK, ça leur coûte moins cher. Mais non, pas du tout. Les cotisations syndicales sont là pareil. Là, je me dis, s'il n'y a pas de fonds de grève et que les autres en ont parce qu'ils payent des cotisations syndicales, il est où cet argent-là? Ils font quoi avec ça? Moi, c'est ma question. Il achète des tucs. Mais. Lui, il y a une tuque et une crécelle. Ils n'ont pas pris. Tu sais, fait qu'eux autres. Une tuque et une crécelle. C'est ça qu'ils ont. Non, mais, Jerry, tu te poses la question comme ça. Tu sais, quand tu es dans la rue à geler les chenolles depuis 3 semaines, 1 mois. Bon, oui, c'est mon fils. Ben oui, c'est ça, mais l'argent que nous autres, on donne, qu'est-ce qu'ils nous donnent dans une grève de même? D'abord, tu n'as pas une scène. Tu es en train d'emprunter à ta mère, tes amis. C'est la réalité, là. Quand il y a plusieurs... On n'a pas vu juste 2 reportages à Radio-Can ou ailleurs. Il y a plusieurs couples, des fois, qui les 2 travaillent dans l'enseignement. Ça arrive, là. Ça arrive dans bien des domaines. Souvent, tu te croises. Quand est-ce que tu croises ta blonde future ou ton chum futur? C'est souvent en étudiant parce que tu es tout le temps ensemble. Fait qu'il y a bien des gens qui ont... On le sait, là. Moi, j'ai eu des enfants avec 2 femmes, puis je les ai connus en faisant de la radio. Je faisais juste de la radio. Ben, c'est normal que dans l'enseignement, ça soit... Tu comprends? Fait exact, il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans. Puis... En plus, si on va ajouter à ça, il y en a il y a une situation un peu plus précaire pour les femmes. Il y a beaucoup de mères de famille qui sont dans la rue aujourd'hui.
Puis les enfants très jeunes, je parle pas. C'est une complication de plus. On n'en parle pas de ça, mais dans les faits, ça fait chier bien du monde. Là, tu comprends? Je parle pas juste des citoyens qui sont pas là-dedans. Là. Ceux qui sont dans la grève. Eux autres se posent bien des questions, entre autres à la FAE. Parce que j'ai jasé avec quelqu'un qui me dit, nous autres, personne nous écoute, personne nous parle. Là. Nous autres, c'est nos représentants qui parlent. Mais Christy, on n'a pas de fonds de grève. On est en train de se sont fait endormir par leurs syndicats. Puis où cet argent-là? Puis il nous sert à quoi pendant la grève? C'est là que ça sert. Ils négocient là. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, tu sais, des fois, on entend que c'est les conditions, les ci, les ça. Il dit, la réalité, il dit, moi, je suis là tous les jours, là, puis je suis sur les lignes de grève. Il y a une chose qui se jase, salaire. Il dit, tout le reste, toute la bullshit. C'est des affaires, il dit, la réalité sur le terrain, les gens ne parlent que de salaire. Mais je te pose la question, en 2 minutes, tu es capable de me faire un résumé de ça. Notre capacité de payer, les gens, souvent, gagnent moins cher que des profs. Il y a des profs qui gagnent trop cher pour ce qu'ils donnent. À l'inverse, il y a beaucoup de profs qui ne gagnent pas assez cher pour ce qu'ils sont. Une genre de négociation avec des gros syndicats de même, au lieu que ce soit des négociations de boutique dans les écoles, comme ça se fait dans les écoles privées. Je veux dire, comment on fait de démêler tout ça? Je vais le faire. Écoute, si c'était facile, comme disait l'autre, on l'aurait la solution. C'est pas simple, mais je trouve que il y a une game là-dedans, il y a quelque chose d'un peu ridicule. Moi, c'est tellement prévisible. Pourquoi? Tu sais, quand tu sais que ça va se faire, quand tu sais que ça va venir, tu sais que... Là, on a un contexte, Jeff, qui vient brouiller les cartes. Le contexte, c'est l'inflation est élevée, tout le monde, puis quand je dis tout le monde, on en a parlé dans bien des égards, l'épicerie, tout le monde fait plus attention, tout le monde regarde ses dépenses, tout le monde se dit... Moi, j'ai des gens que je connais là, qui, chaque année, c'est 1 ou 2 voyages. Je planifie ça. J'ose avec eux autres récemment, puis 2024, on attend. On va voir. Fait que, tu sais, tout le monde est là-dedans. T'es d'un contexte où c'est plus difficile. Fait que probablement que la réalité acceptable, à mon avis, oublie le gouvernement puis oublie les syndicats. Pour le grand public, là, la réalité acceptable, c'est que les conditions salariales fassent qu'il accote l'inflation, à mon avis. Fait que c'est-tu 16 ou 18 ou 19 ou 20 et tu vas me dire que c'est beaucoup, mais... Rappelle-toi que la pourquoi ils ne règlent pas le coût de la vie avec un organisme qui gère, un peu comme je jasais cette semaine avec Éric Duhem. Il y a un organisme qui s'est dit, regarde, le coût de la vie, l'inflation, cette année, c'est 3,2. Ouais. 3,2 l'augmentation. L'année prochaine, c'est 2,7, c'est 2,7. Dans 3 ans, c'est 2,5. Ça, c'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Souvent, c'est une référence. Moi, j'ai eu des contrats, puis mon contrat, mes augmentations... Moi, dans mes contrats, ce n'était que ça. L'IPC, tout le temps. Moi, c'était pareil. Des fois, plus 1 plus 2 peu importe, tu négocies. Mais l'IPC, des fois, c'était à 0,5 aussi, 0,4. Ça ne montait pas beaucoup, mais ça fait partie de la game. Sauf que dans ce cas-là, il y a du rattrapage. Fait qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais... Mais paye-le le rattrapage. Paye l'année passée, l'année d'avant. Prépare les autres années, c'est ça que tu dis. Prépare les 2 années, mais l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'on va être. Ça se peut qu'on soit à 5 ça se peut qu'on soit à 3 donc on verra. Mais on verra en fonction de... Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais ça parce que j'ai trouvé que c'était juste. Je l'ai vécu toute ma carrière, toi aussi, Jeff. J'ai trouvé que c'était juste. Allons-y avec ce qu'on a manqué. Commençons aujourd'hui, disons à partir de 2024, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, c'est invariable, c'est canadien, c'est provincial aussi, tu peux l'avoir par province, tu peux le décider même pour la région, mais pour la province de Québec, c'est très facile à avoir. Si c'est 2,4, 3,2, c'est 3,2 plus, mettons, 0,5 Ça, excuse-moi, là, ça serait grave. Je sais que les syndicats ne le veulent probablement pas, mais tu leur fais comprendre que c'est un bon deal. Puis d'après moi, dans une journée, tu es capable de négocier ça. Absolument. Puis si le taux d'inflation a baissé, d'ailleurs, là, on vient d'avoir un virage hier. Tu as sûrement, parce que je sais que vous avez de l'intérêt, Jerry et toi, on doit tous avoir de l'intérêt sur l'économie, mais ce que la Banque centrale américaine a dit, c'est que dans le fond, il prévoit 2-3 baisses l'année prochaine. Ça a fait exploser la bourse parce que là, ils viennent de dire on a assez fait mal à l'économie, c'est assez ralenti pour qu'on puisse penser que les taux vont baisser. Ça, c'est un tournant important parce que les négociations qui se font, il faut qu'ils prévoient ça, eux autres, là. Éric Girard, là, quand il va arrêter de parler des Kings puis de rêver de. Oui, sauf que dans une autre mesure, si l'inflation bouillonne encore en dessous puis que tu commences à baisser les taux, trop vite, ton inflation, elle ne va pas se résorber. Donc, il faut que tu le calcules dans ta négo, mais je comprends. Mais tu fais une part des choses, Jeff, je suis d'accord avec toi, tu peux pas faire attention parce que si tu dois. Mais en même temps, comme on dit, tous ceux qui auront des conditions exceptionnelles,
ils vont probablement dépenser cet argent-là? Est-ce qu'ils vont juste payer des factures? Ou ils vont l'injecter dans la société? Si tu injectes tout en même temps, c'est beaucoup de monde là, quand même. Ça peut avoir un impact aussi sur le taux d'inflation. Fait que c'est sûr que c'est pas simple. Là, c'est pas simple. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend ce bout-là. Hey, on va poursuivre sur le Prime avec Gilles. Okay. C'était le 2 pour 1 pour le Prime et le live. Mais encore beaucoup de minutes à venir avec Gilles Parent. Si vous voulez vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com, vous inscrire. Vous allez devenir membre Prime. Il y a 1 mois gratuit. Vous aimez, vous restez avec nous autres. Après 1 mois, ça vous a rien coûté. Et vous avez eu un petit mois en cadeau pour Noël. Allez sur radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste Ting, pour ting, lancer ting. la fin de semaine. C'est donc bien le fun! Yes. Là, aujourd'hui, c'est un rosado. Puis on est stand-by en passant pour Karim Elayoubi pour jaser de santé, tout ce qui se passe dans les hôpitaux en ce moment, quelles sont les solutions, puisque Dubé nous a passé un genre de bâillon au cours de la dernière semaine. Donc, on va jaser avec Karim Elayoubi dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live et Prime. Donc, aujourd'hui, c'est un rosado, c'est un petit rosé. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours petit rosé. Un rosé, tout simplement. Et, parce que le rosé, c'est le vin de l'apéro. Hein, Mais la semaine prochaine, pour la dernière de l'aubergiste de 2023... D'après moi, tu vas avoir un champagne ou une patente de bulles. Voilà, on va avoir les bulles la semaine prochaine. Donc, c'est Tu vas avoir des bulles roses ou des bulles normales? Mais il va y avoir 2 bulles. J'ai 2 bulles à vous jaser pour la semaine prochaine. 2 bulles. Donc, il va y avoir un champagne, bien sûr, puis il va y avoir peut-être un pétillant naturel, un Prosecco. J'en ai 2 ou 3 là, que je veux vous jaser, mais je vais en choisir 2. Donc, il va y avoir un champagne et une bulle générale pour la semaine prochaine. Il va y avoir 2 bouteilles. Aujourd'hui, on s'en va dans le Languedoc. Donc, on s'en va dans le sud de la France. Montpellier, la ville de Montpellier, on fait quoi, à peu près 30-40 kilomètres, à peu près, là, grosso modo, au nord de Montpellier. Donc, on rentre justement dans cette super belle campagne-là. C'est une place extraordinaire. C'est vraiment très, très... c'est campagnard, il faut le dire. C'est des belles routes sinueuses. C'est des paysages de film. Là. C'est des paysages à faire rêver. Justement, cette flore-là de la Méditerranée, puis on n'est quand même pas loin de la Méditerranée, puis il y a beaucoup de l'effet, justement, de la Méditerranée sur cette région-là. Tu sais, les figuiers, les genévriers, les gros chênes là, du sud de la France, capotés. Là. Et la fameuse garrigue. Tu sais, la garrigue, c'est quoi? C'est comme un genre quand on regarde un peu... C'est une expression typique du sud de la France, là, la fameuse garrigue. Ici, on dit garrigue, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. La garrigue, c'est un sol. Ben, justement, c'est des végétaux qui sont assez denses au sol. C'est un mélange des petits arbustes avec des épines. Il y a du thym sauvage, il y a du romarin. Il y a beaucoup de... Mais c'est comme de la végétation basse. Puis ça dégage énormément de senteurs du sud de la France. Là. Ça veut dire carrément... Il y a un petit côté un peu semi-désertique aussi de ce coin de pays-là. Et justement, ce coin de pays-là, 30 km au nord de Montpellier, c'est un coin de pays, on l'appelle le Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup. C'est la région du Pic Saint-Loup. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 montagnes là-bas. Il y a le Pic Saint-Loup, le pic, hein? C'est une montagne, qui a 660 mètres de haut, à peu près, grosso modo. Tu sais, le Mont-Saint-Anne, c'est quoi? C'est 800 mètres? Fait que c'est vrai, c'est comme genre de 3/4 du Mont-Saint-Anne, grosso modo. Mais c'est vraiment un pic. Et l'autre, je pense que c'est Ortus, 550 mètres. Imaginez, tu as une montagne comme un genre de pic, puis de l'autre bord, tu as une autre montagne qui sont face à face. Vraiment spécial comme look, si je peux dire. Donc, c'est 2 montagnes-là qui font le plaisir des grimpeurs, beaucoup de monde qui vont faire de l'alpinisme et aussi de la randonnée, ils vont en haut de la montagne. C'est très, très connu. Beaucoup de touristes qui passent par là aussi. T'sais, mais c'est une place particulière. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a 2 montagnes, il y a
un genre de, comment dire, ces deux montagnes-là, souvent, les nuages vont passer et même si ces montagnes-là ne sont pas si hautes que ça, mais c'est quand même assez haut, là, mais les nuages bas vont s'accrocher là. Donc, il y a un genre de microclimat dans le fameux pic Saint-Loup. Parce qu'on est dans le sud de la France, là. Il fait chaud. Gros sun, pas beaucoup de pluie, on s'entend dessus. Mais pic Saint-Loup, il y a un genre de microclimat, si je peux dire, près des montagnes. Parce que quand les nuages sont très, très bas, ça s'accroche là un peu, plus d'air, puis il y a des petites ondées de temps en temps, des petites ondées. Donc, c'est une des zones les plus arrosées. Bien, c'est pas une, c'est la zone la plus arrosée du Languedoc. Donc, c'est ça, la région du Pic Saint-Loup. C'est une appellation de vin aussi, parce que c'est le nouveau nom, on se souvient dans le temps, on recule dans le passé, okay? On se souvient dans le temps, le fameux Coteau du Languedoc. Ah, les vins du Coteau du Languedoc, il y a des bons rouges, Coteau du Languedoc. Ça, c'est l'ancien nom, Coteau du Languedoc. Ça l'a changé en 2017, qui s'appelle Pic Saint-Loup. Terroir de calcaire. C'est particulier, là. Calcaire. Et il y a à peu près une quarantaine de maisons. Moi, j'appelle ça des maisons. Hein. Des vignobles. Il y a plus que ça. Mais il y a 40 maisons qui font du vin. On va dire 40 noms, je peux dire. En espagnol, moi, j'aime l'expression espagnole des bodegas. Il y a 40 bodegas. Puis, une qui est très, très reconnue parce que, veut pas, c'est de génération en génération en génération. Ça passe. C'est le fameux Château Landcire. L-A-N-C-Y-R-E. Château Landcire, qui travaille justement la Syrah, le cépage Syrah, qui est... Regarde, parce que la Syrah, là, tu y donnes un peu plus d'eau. Tu y donnes... Parce que chaque cépage a ses particularités. La Syrah, tu y mets un petit peu plus d'eau, tu y mets un sol calcaire, tu y mets... Parce que cette région-là, ils appellent ça de l'argile rouge dans le sol aussi. Ça veut dire quoi? Beaucoup de fer. Ça favorise le mûrissement de la Syrah. Fait que quand ils récoltent la Syrah, elle est très, très mûre. Vraiment très, très mûre. Et le Château Landcire qui fait... Ça veut dire qu'il fait des petites quantités. Les autres, c'est pas gros. C'est pas si gros que ça, le Landcire. C'est vraiment pas si gros que ça. Mais ce qui est capoté, c'est que l'AOC, donc l'appellation de Pic Saint-Loup, c'est 95 % en rouge, 5 % en rosé. Puis le vin que je vous parle aujourd'hui, c'est un rosé. C'est comme une exception dans la gang. Donc, Château Landcire, rosé, c'est 50 % en Syrah, 40 % en Grenache, 10 % en Cinsault. C'est un rosé sudiste, donc une bouche franche, carrément. Là. Il y a une finale qui est très, très plaisante. La finale est assez longue. C'est du rosé quand même, mais il y a une finale longue. Flaveur, mélange bouche, nez ensemble. Flaveur, on est sur la cerise. Et la garrigue. Ah! Et on revient avec le mot garrigue, là. Le côté herbe séchée un peu, là, du thym, du romarin, de la sauge. On est vraiment là-dedans, dans ce rosé-là. C'est bon. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est droit, c'est franc. Si on le compare, mettons, à un rosé de Provence, okay? La Provence, c'est l'autre côté. Tu as de Languedoc d'un bord, plus proche des montagnes et de l'Espagne, puis tu as l'autre de l'autre bord, qui est plus, autrement dit, la Provence, du côté de l'Italie. Il y a comme deux suds en France. Deux blocs de sud. Et si on compare le Château Landcire rosé, Jeff, c'est plus franc que, mettons, un rosé qui vient de la Provence. La Provence est beaucoup plus léger. C'est plus aérien comme rosé. Là, c'est plus droit, c'est plus franc. Assez aromatique. Mais c'est des 19,25 $ la bouteille, Château Landcire, 13,5 % alcool. Oups, tu veux, 13,5 % alcool. Souvent en Provence, on est dans le 12 % alcool. Là, mais le sucre, 1,5 g de sucre, donc c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a? Bien, l'affaire, c'est qu'il y a une place qui en a. Une place. SAQ Dépôt. Bien, il y a beaucoup de SAQ Dépôt. Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne. Le marché central, sur le boulevard Lacadie à Montréal.
Blainville, il y a un SAQ dépôt. Vaudreuil-Dorion. Tous les SAQ dépôts ont du château Lancire rosé, sauf à Pierrefonds. Les autres, ils n'ont plus. Ils ont tout vendu. Donc, SAQ dépôt veut dire quoi? 10 de rabais? Je sais pas. Puis il était à 15 avant, on est rendu à 10. On ramasse tout ce qu'on peut. Donc, 19 et 25, avec le 10 de rabais, ça peut faire une caisse de 12 intéressante. Tu sais, c'est dans le temps des fêtes, là. Tu sais, le vin coule à flot un peu. Moi, je me suis acheté une caisse de 12. Puis, ça fait pas longtemps de ça. Il m'en reste 6. Là. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un peu de monde. Puis là, OK, apéro, OK, ouais. On rouvre une pile de rosée. On va ouvrir. Puis ma blonde, rouvre une autre bouteille. Bon, ça va vite. Là. À ce prix-là, je vous le dis. Là. À ce prix-là, c'est très intéressant. Vous allez adorer ça. Donc, c'est justement, c'est un rosé goûteux sur la garrigue, sur la cerise. Vous allez adorer le château Lancire. Et ça lance le week-end officiellement, mon ami Jerry. Yes. On attend ça avec impatience. Donc, quels sont les plans ce soir, Jerry? Est-ce que tu te donnes la permission de prendre un petit verre de vin? Non, Est-ce que pas tu un fais verre une de petite vin, bouffe certain. sympathique à ta blonde? Un petit verre de vin, puis oui, c'est moi qui fais la bouffe chez nous. Hein. Fait que Je sais. C'est moi qui fais. Moi, j'ai toujours une petite préparation, quelque chose de prêt. À soir, peut-être. Non, je te dis, là, à soir, là, j'ose pas te le dire. Pourquoi? Hot chicken. Arrête. Hot chicken. Non. Hot chicken ce soir. Avec frites maison? Non, pas avec frites maison. Je vais faire hot chicken avec une salade, mais avec des pois verts dessus. Est-ce que tu Pois verts prends en les canne. petits lossieurs ou tu prends des pois normales? Si je m'écoutais, moi, ça serait des pois congelés. Parce que c'est des petits pois congelés. Là, Ils sont verts. Arctic Garden. Ouais. C'est vert. C'est instant quick frozen. C'est dans le sens que c'est des pois qui sont quasiment congelés dans le champ. Ouais. Mais pour ce mets-là, on va dire un mets, pour ce mets-là, parce que pour toi, c'est de la gastronomie. Je le sais que pour toi, c'est de la gastronomie. Ça prend des pois en canne. Ouais. Pour que tu mettes dessus. Ça prend des pois un peu plus gris. Oui, puis que tu mets sur la sauce, sur le dessus. Fait que quand tu coupes, tu ramasses un peu de pois avec la sauce, avec le pain puis le poulet. Est-ce que je peux savoir, est-ce que tu prends un pain tranché normal ou tu y vas avec un pain italien un peu plus épais, donc plus de pain? Qu'est-ce que tu prends comme pain? Je prends le pain que j'ai. Moi. C'est un pain blé entier ordinaire. Mais normalement, le best, c'est un pain blanc sandwich. Là, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Habituellement, le classique, c'est avec le pain Oui. blanc sandwich. Est-ce que la sauce, tu la fais toi-même ou tu prends une sauce déjà préparée? Oh boy. Là, je prends une sauce déjà préparée Mais- et je vais la travailler une petite affaire. Ben oui. C'est ça Et que je je fais. veux savoir, c'est quoi ta base de sauce que tu prends? Parce que c'est drôle, hein? J'aime les sauces Saint-Hubert, mais celle de Hot Chicken est pas... Je trouve qu'il manque un peu, hein, il manque un kick dedans. Là. Il manque un petit quelque chose. L'affaire, c'est que Donc, la Hot Chicken- lequel tu prends à la base? L'affaire, c'est que tu mélanges un hot chicken avec un barbecue. Ah ouais. Tu mélanges. Non. Oui. Tu mets une canne de hot chicken, une canne de barbecue, et moi, j'y rajoute une petite affaire de Fireburns dedans. Une petite affaire. OK. Oh, Juste la L'original? Un petit piquant. Oui, c'est ça, original. Une petite affaire de piquant. Puis juste ils mettent une petite affaire piquant. Ça, c'est parfait. Oh yes! Très, J'aime! très simple. Très, très simple. On est dans le 50-50. On ressemble un peu au casse-croûte Neuville. Ben voilà. Ben oui. Donc voilà, le week-end est lancé. Bon, hot chicken ce soir, maudit chanceux. Je pensais à toi hier, ma blonde a fait une pizza maison. J'ai pensé à Jerry Pizza. Et là, à soir, je vais avoir c'est sûr que je vais avoir une pensée pour toi à soir. Là. Claire. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. RadioPirate.com. Notre ami Karim El Ayoubi est avec nous autres. On doit parler de santé absolument parce que depuis quelques jours... C'est sûr qu'avec l'histoire de la grève,
il y a des sujets qui sont comme de deuxième ordre, qui devraient être de premier ordre. Parce que, bon, la grève, il y a l'histoire, on entend beaucoup parler des professeurs, on n'entend pas assez parler, je pense, moi, de mon côté, des infirmières. Tout est concentré, c'est normal parce que c'est les enfants qui sont pénalisés. Mais dans l'actualité, on pourrait parler beaucoup de ce qu'on veut ou ce que les infirmières veulent un peu plus. Mais on aurait dû aussi parler pas mal plus du bâillon qui a été utilisé par le gouvernement pour passer une nouvelle loi sur la santé. Puis sérieusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois, à part les gens dans le système de santé eux-mêmes, qui se sont intéressés à ça. Bon, on devrait, parce que c'est un système qui a besoin d'être shaké. Et là, on est rendu à la millième ou la 2000e, je dirais, monture de réforme quelconque. Écoute, je ne sais pas par où commencer avec toi, Karim, mais est-ce que cette réforme-là sera finalement la bonne ou on essaie d'arranger quelque chose qui est complètement brisé, là? Malheureusement, je pense, bonjour à tous, là. Malheureusement, je pense que ce sera pas la bonne réforme. On attend toujours la bonne réforme. Le problème avec cette réforme-là, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a, comment je peux dire, elle est soit d'un côté vraiment adulée parce qu'elle est colossale, puis c'est comme, c'est pas loin de 1100 articles, c'est 305 pages, il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de travail en arrière. Donc, soit il y a des gens qui l'adulent complètement puis qui pensent que ça va être la réforme du siècle. Je crois, si je me fie à ce que l'opposition dit, là, j'ai pas fait de fact-checking là-dessus, ce serait peut-être la plus grosse réforme de l'histoire du Québec moderne après le Code civil du Québec, en termes, là, le nombre d'articles. Mais le gros problème... Et d'un autre côté, il y en a qui tirent vraiment à boulet là-dessus. Ils disent que c'est trop centralisé. En réalité, il y a des bons points dans cette réforme-là, mais il y a des points qui sont, comment je peux dire, entre guillemets, je dirais des killers comme tels. Mais c'est quoi le but de tu sais, mettons, je parlais à Dubé, il ne veut pas nous parler, là, mais mettons, c'est quoi son but? Parce que moi, j'entends toujours, toutes les personnes que je connais dans le réseau de la santé, les premières affaires qu'ils me disent quand ils me disent que ça va mal, c'est toujours l'histoire de la centralisation. Eux autres, ils ramèneraient toujours le pouvoir décisionnel vers les hôpitaux. Puis on dirait que le politique veut l'inverse. Il y a comme, tant qu'on n'aura pas réglé cette différence qui est majeure au niveau opérationnel puis philosophique, my God, comment on peut s'arranger pour que ça marche? Les gens ne croient pas à la centralisation, puis le gouvernement, il est toujours sur la centralisation. C'est que les gens, d'un côté, Jeff, ne croient pas en la centralisation, mais d'un autre côté, ils voudraient que le ministre soit présent dans tous les hôpitaux. Lorsque tu regardes, mettons que ça va pas bien dans un hôpital, les gens automatiquement veulent s'en remettre au ministre. Donc, c'est dans notre nature anthropologique au Québec de s'en remettre à la structure centrale, ce qui est un peu paradoxal en soi, et ce qui amène les politiciens à centraliser. Maintenant, le point qui est super important ici, c'est que elle est paradoxale. Le PL15, sur le plan, il y a beaucoup de choses, mais si, là, comme tu me parles du point de la centralisation, sur le plan de la centralisation, il est paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il décentralise le projet. Ça, c'est vrai quand Christian Dubé parle de décentralisation, il décentralise d'un côté, mais il ultra-centralise de l'autre bord. Je vais juste vous l'expliquer rapidement. C'est-à-dire, ce qui fait ce projet-là, c'est qu'il ramène une direction dans chaque établissement. C'est-à-dire, en gros, là, un directeur d'hôpital par hôpital et par établissement de santé. Il les prend des CIS, des CIUS, et il les descend sur le terrain. Donc, quand M. Dubé dit qu'il décentralise de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Le gros problème, c'est qu'il ultra-centralise à côté. Tout ce qui est gestion régionale va maintenant être fusionné dans ce qu'on appelle l'Agence Santé Québec. Il y avait 136 accréditations syndicales pré-PL15. Maintenant, il va y en avoir 6. Donc, tu as comme un genre de front, il crée un monstre, là. C'est comme un genre de front commun à l'année, là. Tu fais juste imaginer ça. Toutes les négociations syndicales, toutes les négociations vont se faire au sein de l'Agence Santé Québec, qui est le seul employeur, qui va être le seul employeur du réseau de la santé. Lorsqu'on regarde un peu la littérature, puis s'il y en a qui sont intéressés un petit peu, j'avais fait une capsule, là, je vais plugger ça avec Joey Aubé, sur les ondes là, du podcast de Yann et Frank. J'avais expliqué avec un PowerPoint un peu des modèles comparatifs internationaux. J'ai fait ça il y a à peu près, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, pour montrer c'est quoi que la littérature nous montre. Lorsqu'on regarde, par exemple, les pays Suisse, Suède, Allemagne, Pays-Bas, les pays qui ont les plus hauts facteurs de ranking internationaux, ils ont de multiples employeurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la littérature internationale, on dit non, pour nous, c'est pas top, là, on pense qu'eux autres sont dans le champ, et nous, on crée, moi je l'ai dit là,
Cette structure à l'Agence Santé Québec, c'est peut-être la structure la plus centralisatrice de l'histoire du Québec post-révolution tranquille, en ce qui a trait à la gestion de la santé. Donc, on décentralise d'un côté, mais on ultra-centralise de l'autre côté, ce qui fait un genre de projet de loi avec un corpus idéologique qui est très difficile à suivre. Pour monsieur tout le monde, lui, il s'attend à avoir une urgence qui est pas comme c'est en ce moment, là. Donc, il veut... je comprends que ça ne règle pas l'histoire des médecins de famille, c'est pas le but, là. C'est les opérations de tout ce qui a trait surtout aux hôpitaux, pour la gestion des hôpitaux. Mais monsieur tout le monde, il va-tu voir une différence? Oui, qu'est-ce qu'il va voir là, comme différence dans 1 an? Je pense pas, parce que lorsque tu regardes un peu la structure, si on parle par exemple l'Agence Santé Québec, le but, mettons que tu regardes l'organigramme de la santé, tu as à peu près 10 paliers, OK, entre l'hôpital et la décision qui se prend en haut. C'est une structure qui est extrêmement verticale, donc un peu soviétique, entre guillemets. Quand tu regardes dans les modèles où est-ce qu'il y a une gestion optimale, tu as des structures qui sont beaucoup plus horizontales, c'est-à-dire tu as un boss en haut, oui, ça c'est normal, là, le ministre c'est le boss, puis après ça, tu as une structure qui est beaucoup plus horizontale avec des paliers, peut-être 3-4 étages avant de te rendre au Big Boss. Ici, on a à peu près 10 étages avant de se rendre au Big Boss, ce qui fait aucun sens. Et je n'ai rien vu, puis je l'ai lu, là, le projet, j'ai rien vu dans ce projet-là qui va faire en sorte que vraiment sur le terrain, il va y avoir une différence. Tu as quand même de multiples paliers avant d'arriver au boss. Et, comment je peux dire... il est tellement compliqué à comprendre que moi, je prédis que la majorité des gestionnaires comprendront pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, là où on pourrait peut-être voir de l'amélioration dans ce projet-là, puis il faut le dire, c'est que Christian Dubé veut changer le mode de financement des hôpitaux, c'est-à-dire à l'activité patient. Ça, c'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire plus tu vois de patients, plus c'était au Parti conservateur du Québec, c'était une de nos propositions à la dernière élection. C'est plus tu vois de patients vulnérables, plus ton hôpital est rémunéré, donc tu crées une compétition. Un peu comme le privé, ça fonctionne, le privé, de par sa nature, il est à l'activité patient, mais là, on veut le créer dans le public. Donc ça, c'est quand même bon. Après ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais est-ce qu'ils sont capables de maintenant... Ça veut dire qu'en faisant ça, parce que je sais que ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais un des problèmes, c'est qu'on ne savait pas vraiment les coûts de ça. Donc, est-ce qu'ils sont capables de mettre une étiquette avec un prix ou ça va être un peu lancé au hasard de même? Je veux dire, moi, je suis pas au pouvoir, là, donc je peux pas dire là, les informations qu'ils ont entre leurs mains, mais selon Gaétan Barrette, lui-même, qui était ministre de la Santé, ces coûts-là, on les connaîtrait dans le réseau. OK. Selon, puis je pense que il l'a dit à quelques reprises, donc on connaîtrait sur des modèles économétriques qui existent un peu partout, puis c'est pas si compliqué que ça. Aussi, Christian Dubé, il a fait un tableau de bord pour recueillir plus d'informations, et ça peut te donner quand même une bonne idée, là, ça peut améliorer aussi là, la précision là, du coût, parce que naturellement, le coût, c'est pas juste là, combien ça coûte pour le médecin, l'infirmière, l'inalo. Non, c'est toute l'administration au complet et toute la patente. Là. Exactement, incluant le chauffage, incluant les amortissements du building, incluant là, le stationnement, incluant bien des choses. Et une autre chose qu'on peut voir une différence à travers ce projet de loi-là, c'est que, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais lorsque les délais sont jugés déraisonnables dans le réseau public, la carte d'assurance maladie va passer dans le réseau privé pour certains types de chirurgie, pour également de l'hémodynamie et pour certains types d'imagerie médicale. Donc, moi, je trouve que c'est pas assez large. Nous, au PCQ, on l'avait proposé de façon beaucoup plus élargie, mais quand même, faut être honnête intellectuellement, ça, c'est un pas dans la bonne direction. Donc, il y a quand même des bonnes choses dans ce projet de loi-là, mais là où le bas blesse, c'est l'ultra-centralisation de l'Agence Santé Québec. Donc, toi, puis j'imagine que c'est pas tous tes collègues, j'imagine, qui sont membres du PCQ, mais même si, dépendamment de vos allégeances politiques, vous parlez de comment ça fonctionne à l'intérieur de vos hôpitaux. Qu'est-ce que tes collègues et toi, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous êtes dedans, puis lui, il est dans une tour, puis c'est un ministre, puis il n'a jamais opéré un hôpital de sa vie. Mais si, mettons, vous aviez une rencontre avec lui pendant 1 heure, qu'est-ce que vous lui vendriez comme salade pour le faire changer d'idée là-dessus? Écoute... comment je peux dire?
le problème, là, tu me dis, moi puis mes collègues, c'est que la majorité de mes collègues connaissent pas le réseau de la santé, puis ils sont très peu politisés, puis ils s'intéressent très peu au ça, réseau c'est très, de la santé. Ouais, ben ça, c'est une des raisons pourquoi ça marche un peu tout croche, j'imagine. Exactement, parce que, encore une fois, là, il y a 2 jours, il a fallu que je leur explique c'était quoi le PL15, puis tu sais, je dis pas ça de façon péjorative, parce que c'est pas tout le monde qui sont des geeks, puis qui aiment lire 350 pages d'une politique publique. Mais, regarde, je vais dire ça, toi tu le dis pas, là, mais moi, en tout cas, étant impliqué dans un domaine X, je me tiens au courant de mon domaine X tout le temps, là. Je sais pas, il me semble que c'est tout, mais peu importe, même si t'es politisé ou non, c'est ta place, c'est ton milieu, c'est ça. Il me semble que tu t'intéresses à ça. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Jeff. Mais ce que je ferais, mais disons que j'étais avec Christian Dubé, disons que j'avais la chance de communiquer avec lui. J'ai parlé à 2-3 reprises là, dans des débats. Monsieur qui est bien correct là, lorsque tu lui parles, qui est respectueux, tout ça. Mais pour le faire changer d'idée, moi, personnellement, j'y mettrais la littérature internationale. Tout simplement. Ça fait au-dessus de 2 ans que je révise. Oui, mais il doit l'avoir, lui. Ben, j'imagine, si moi je la connais, lui, il doit la connaître. C'est ça que je comprends pas. C'est le bout que je comprends pas. Comment ça qu'on va à contre-courant de ce qui marche et de ce qu'on sait? Tu sais, avant, c'était lointain. Aujourd'hui, l'information est près de nous. On est plus proche de tout le monde comme on n'a jamais été. On n'a pas besoin de se rendre sur place puis d'apprendre pendant 3 semaines puis rencontrer du monde. On peut trouver vite. Crif, c'est facile d'avoir l'info puis d'avoir ce qui marche. Je pense que c'est idéologique, parce que lorsque tu regardes un petit peu, quand tu épluches comme il faut le PL15, mis à part l'Agence Santé Québec, c'est comme, comment je peux dire, ça ressemble à la plateforme du PCQ, OK? Mais la plateforme du PCQ, c'est comme la portion privé, changement de mode de financement des hôpitaux, c'est comme un peu le PL15 sur les stéroïdes, là, d'une certaine façon. C'est-à-dire, nous, on va beaucoup plus loin, mais il y a une portion qui ressemble beaucoup à ce que nous, on veut faire, mais il y a une autre portion qui va complètement à l'opposé. Donc, premièrement, si j'avais discuté avec Christian Dubé, je dirais, Monsieur Dubé, il faut vraiment que vous m'expliquiez pourquoi comment je peux dire, j'ai l'impression que dans votre projet de loi, il y a des bonnes choses, mais vous torpillez, votre projet de loi lui-même torpille de l'interne les bonnes choses de votre projet. Je comprends. Moi, j'aimerais qu'il m'explique ça, OK? Peut-être qu'il y a quelque chose que lui a une certaine vision, puis il va me dire, ouais, je pense que ça me fonctionnerait mieux comme ça, et je lui demanderais, vous basez sur quel modèle? Ça, c'est la deuxième chose que je lui demanderais. Quel modèle? Parce que la Suisse fonctionne pas comme ça. Je veux dire, la Suède fonctionne pas comme ça, la Norvège non plus, l'Allemagne non plus, les Pays-Bas non plus, qui sont des pays ultra performants quand on regarde les rankings internationaux. Pourquoi nous, on n'essaie pas de faire un peu ce qu'ils font au lieu d'ultra centraliser de cette façon-là? Et c'est l'utilisation du privé en santé. Il y a une chose, par exemple, quand on regarde l'ensemble des partis politiques, pourquoi moi, je tire pas constamment à boulet sur la CAQ, c'est que... comment je peux dire, je m'étais rendu compte à un moment donné, on faisait un débat sur la santé, puis on était là, moi j'étais là, Christian Dubé était là, puis et il y avait les autres candidats, les autres porte-parole en santé. Et mis à part la COVID, on n'était pas d'accord sur la COVID du tout, là, sur beaucoup de choses, on n'était pas d'accord, mais mettons qu'on regarde la réforme de la santé, lorsqu'on regarde les autres partis politiques, c'est-à-dire... La CAQ est sans doute le parti qui est le plus proche du PCQ, et les autres sont carrément dans le vieux modèle. Sont dans le vieux modèle, sont dans un modèle soviétique dangereux, là, selon moi. C'est-à-dire, et ce qui m'attriste, c'est de voir les libéraux. Il y a plus grand-chose de libéral chez les libéraux. Je comprends pas comment ça se fait. Le Parti libéral du Québec n'est pas en mesure d'avoir des propositions en santé qui sont le moindrement libéral classique. Ça, il va falloir que quelqu'un me l'explique à un moment donné, qu'est-ce qui est devenu avec ce parti-là. Au fédéral non plus. Au fédéral, c'est la même chose. Fédéral, c'est exactement la même chose. Donc, mais la CAQ sont plus ouverts à du privé en santé quand même. Là, il y a les fameux 2 hôpitaux qui arriveront peut-être jamais, mais au moins, ils ont une certaine ouverture. Ils comprennent que il faut faire la différence entre le payeur, c'est-à-dire celui qui paie, l'État qui paie, et le fournisseur de soins. Ça, c'est quand même... Ils ont une certaine ouverture, ils ont un petit peu d'ouverture à ça. Là, tu vas me dire peut-être que c'est que le réseau est tellement en train de s'effondrer qu'ils n'ont pas le choix d'avoir d'ouverture parce qu'ils sont au pouvoir, puis à un moment donné, il faut que les chirurgies se fassent. Peut-être que c'est ça. Mais tout ça pour dire que
ce projet de loi-là, je suis ambivalent. OK? J'aurais aimé qu'il soit ce qu'il est, mais sans l'Agence Santé Québec. Et d'amaigrir, c'est pas compliqué. Quand tu transfères un directeur d'hôpital par hôpital, ce que tu as à faire, c'est un peu, là, je vais utiliser là, l'expression, là, l'expression, je vais utiliser un peu ce que Javier Milei il dit en Argentine. Moi, je suis pas libertarien à ce niveau-là, mais tu sais, sans utiliser la scie mécanique là, dans les cis puis dans les cius, tu peux utiliser un petit couteau quand même, là, tu sais, pour enlever du gras, disons, parce que les comment je peux dire, les 9-10 paliers avant de te rendre au Big Boss, tu peux les couper facilement de moitié, selon moi. Et c'est d'ailleurs ce que quand je parle avec des infirmières qui, tu sais, là, on est en négociation. Bon, probablement, dans la loi, même s'il y a un genre de nouvelle agence, de ce que je comprends, là, les infirmières ne perdront pas leur ancienneté s'ils changent de CIUS. C'est ça, là, donc un début, c'était ça, d'avoir un peu plus de mobilité à ce niveau-là. Mais eux autres, ils disent toujours, à chaque fois que je leur parle, tu sais, puis si je parle à une ou à un autre, ils vont toujours dire... Criff, tu peux pas savoir comment il y a de chefs, puis comment il y a d'admin, puis comment il y a de cadres, puis comment nous autres, on a moins de bras qu'on devrait en avoir, puis nos conditions sont tough. Puis, je veux dire, d'après moi, moi, je suis pas dans ce milieu-là, je le vois pas, mais je veux dire, j'ai pas de misère à les croire. Donc, quand tu parles de couper du gras, est-ce que quand les infirmières parlent, je sais que des fois, les médecins et les infirmières, vous êtes dans deux mondes un peu parallèles, mais vous travaillez ensemble, est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Oui, tout à fait. C'est que si tu poses la question, moi je fais des tests des fois comme ça m'amuse. Je vais poser une question, par exemple, à un chef de service. Je vais dire, OK, mettons que tu as besoin d'un nouvel appareil d'échographie, tu le demandes à qui? Il ne sait pas. Tu sais, tu poses la question, ça, c'est pas normal. Et là, tu vas le demander à quelqu'un qui, lui, va le demander à un autre, qui, lui, va le demander à un autre. Donc, quand tu as trop de chefs un peu partout, là, ça fait en sorte que tout le monde se renvoie la balle et juste pour avoir un nouvel appareil d'échographie, que finalement, le Big Boss en haut, il est d'accord pour te le payer, l'appareil d'échographie. Mais t'es pas capable de te rendre. T'es pas capable de te rendre, exactement. Donc, et là, je vous invite à regarder, à un moment donné, si vous voulez le faire, là, c'est vertigineux, l'organigramme du réseau de la santé. C'est Yann Sénéchal l'avait montré à un moment donné dans une de ses chroniques, là, et c'est 12 pages PDF. Ça n'a pas de crime de bon sens. C'est 12. Et là, sans expliquer qui fait quoi, là, c'est 12 pages juste d'organigramme. Et tu t'es même pas rendu à l'hôpital. Et là, on s'entend, les hôpitaux ont leur organigramme eux aussi. Donc, t'es même pas rendu à l'hôpital et tu as 12 pages PDF pour un organigramme du réseau de la santé. Et c'est pour ça que moi, je veux passer par le privé parce que je sais très bien, puis, tu sais, à travers le PL15, le gros problème, c'est que, encore une fois, on s'imagine qu'on est capable, comme État, on est capable, comme dirigeant, de contrôler tous les leviers et d'en arriver à la conclusion qu'on veut à la fin, au résultat qu'on veut. En réalité, réformer le réseau de la santé, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. C'est lorsque tu passes par la libéralisation du réseau, OK? Tu le libéralises. J'aime mieux utiliser ça qu'utiliser privatisation, parce que privatisation, des fois, il y a des gens qui s'imaginent... Ils ont peur. Ils ont peur. Ils s'imaginent que c'est le retour du Troisième Reich. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, puis là, c'est l'extrême droite qui vient. Là, tout ça. Donc, libéralisation... Juste des petits exemples comme ça. Disons que tu relèves l'interdiction aux cliniques privées, OK, d'hospitaliser plus de 24 heures, d'observer plus de 24 heures. Oh, juste ça, t'enlèves ça. Ça veut dire là, tu as des gens au privé, des investisseurs qui vont dire « OK, ben là, moi, ça peut être intéressant que j'aie une plus grosse clinique, que j'ai avec plus des salles de d'opération. Avec des salles d'opération, que j'engage un spécialiste en médecine interne pour tourner les patients post-opératoires, tu comprends? Et là, tu crées... Donc là, et après ça, là, ce qu'on appelle les CMS, les centres médicaux spécialisés, tu relèves l'interdiction d'un nombre de lits maximum. Tu relèves l'interdiction d'hospitaliser plus que 24 heures. Après ça, moi, j'en ai parlé. Tu relèves l'interdiction de la pratique mixte. Tu peux pratiquer dans les deux sans avoir à faire de la paperasse. Juste ça, tu changes le réseau au complet en libéralisant. Et qu'est-ce que ça fait la beauté de ça? C'est que lorsque tu vas vers le privé, tu sors de l'organigramme vertigineux ces centres-là.
Tu comprends? Oui. Ils ne sont plus soumis. Et ils sont plus soumis aux mêmes règles syndicales. À partir de ce moment-là, je veux dire, le syndicat, ils vont négocier directement avec l'employeur, au privé. Et c'est les travailleurs qui vont décider s'ils sont syndiqués. Mais nos ressources vont quitter le système public pour le système privé. Mais encore une fois, c'est l'effet réservoir. C'est-à-dire, si tu es soigné au privé, tu n'as pas besoin d'être soigné au public. C'est pas comme si la liste mais ça, ils ne d'attente... comprennent pas. Ils Il y a beaucoup de misère à comprendre ce principe-là dans une file de 100. S'il y en a 25 qui partent payer puis s'en vont au privé, ta file diminue à 75. Exactement. On dit, non, il va y en avoir 25 autres qui arrivent. Ben oui, mais c'est parce que ta file, finalement, elle avait 250 personnes. Je comprends qu'il y en a 25 de plus, mais ultimement, tu vas manquer le monde à opérer, là. S'il y a plus de monde qui opère. Moi, ce que je fais pour essayer de convaincre les gens, ce que je faisais, c'est les verres d'eau. Je prenais un verre d'eau qui était vide, puis un verre qui était plein, puis là, je disais, si on transvide, il reste pas 100%, tu sais, pour que ce soit visuel. Il reste de l'eau, mais il y a moins d'eau. Il reste de l'eau, mais il y a moins d'eau. Puis là, après ça, quand les gens voient ça, ils font « Ah, OK, c'est bon. » Puis c'est pas que les gens sont stupides, c'est juste que quand tu te fais répéter la même chose, le cerveau humain qui fonctionne comme ça, c'est le conditionnement. Hein. Quand tu te fais répéter à chaque jour que le privé, c'est mal, le privé, c'est mal, le privé, c'est mal. Ça peut jamais être bon. Ça peut jamais être bon. Et l'autre chose, ça, je sais que ça, c'est l'étape ultime, c'est d'abattre l'assureur monopolistique. Ça, tu révolutionnes. Il n'y a pas un seul pays européen qui fonctionne bien en santé qui n'ont pas la possibilité d'avoir un assureur duplicatif. C'est-à-dire, toi, Jeff, tu peux choisir d'avoir un assureur privé ou l'assureur de l'État. Ça, c'est indispensable parce que si tu n'as pas ça, tu es inéluctablement dans un système de rationnement parce que c'est toujours uniquement l'État qui va payer. Donc, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté beaucoup à relever le contingent qui est démesuré en médecine. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à former plus d'infirmières, plus de médecins. Quand on regarde dans nos ratios à l'échelle internationale, on n'a pas suffisamment de médecins. On en a 3 par 1000 habitants. Les pays européens les plus performants en ont entre 4 et 6. Donc, à partir de ce moment-là, il te manque quelque chose. Mais c'est sûr que le gouvernement, lorsque tu as un assureur qui est monopolistique, tu sais très bien que si tu formes plus de médecins, le gros, moi, ce qui coûte le plus cher à l'État, c'est pas mon salaire, c'est mon crayon. Parce que ce que je prescris en termes scan, en écho, en résonance magnétique, en laboratoire, en consultation en spécialité, ça coûte très cher. Et c'est sûr que lorsque tu as un budget qui est limité, là, on pourrait dire, par exemple, on met quand même beaucoup d'argent per capita, on coupe dans le gras dans la bureaucratie et on peut s'arranger quand même pour avoir plus de médecins, plus d'infirmières. Tout à fait d'accord. Mais lorsque tu relèves l'interdiction d'avoir un assureur duplicatif, ce qui a quand même été fait là, par le jugement Shaoli en 2005, et en plus ça, l'avantage, c'est que tu incites des investisseurs étrangers. Mais toi que tu veux, moi, mon rêve, ce serait de faire en sorte que tout le monde est assuré, mais que les Mayo Clinic, les Cleveland Clinic de ce monde viennent construire des hôpitaux ici. Ça. Mais là, si tu as un assureur monopolistique soviétique, pas persuadé là, que Cleveland Clinic vont venir, qui est en passant là, l'hôpital numéro 1 au monde, là, Cleveland Clinic. Je sais pas si j'en ai un à 2 minutes d'ici, puis à chaque 3 ans, il annonce qu'il double l'hôpital. Ben, exactement. T'sais, le but, c'est d'avoir des Cleveland Clinic ici. Oui, le CHUM va rester là. Oui, l'Enfant Jésus va rester là. Oui, le public va avoir sa place. Mais si tu es capable de faire venir des vrais investisseurs étrangers pour construire des hôpitaux ici, je veux dire, Cleveland Clinic, ils construisent des hôpitaux à Dubaï, puis ils construisent des hôpitaux à Abu Dhabi. Là. Ils sont rendus partout dans le Golfe, sont rendus en Asie. Et c'est un modèle qui est ultra performant. Pourquoi ne pas les avoir ici? Mais c'est sûr, avec un assureur unique, monopolistique, soviétique, jamais viendront. Ils viendront pas. Donc, si on... Là, tu vas dire, tu vois un peu grand pour le Québec, tout ça, mais en tout cas, moi, je vous explique mon modèle. Je sais que le jour qu'on va être dans mon monde, probablement que moi, je ne serai plus de ce monde au Québec. Mais bon, écoutez, c'est un peu je vous explique un peu les ingrédients pour l'amélioration. Mais Karim, juste un petit mot. Par rapport aux médecins spécialistes, parce que dans l'espèce de réforme du B, là, ils disent que ils veulent que les spécialistes fassent plus d'activités médicales particulières. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que les spécialistes, ça va être plus facile d'y voir? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attentes là, pour les spécialistes. C'est l'objectif. Ça, c'est comme... il répète un petit peu ce que Gaétan Barrette avait fait, c'est-à-dire que, par exemple, le spécialiste
il va devoir faire... Tu peux y imposer une certaine tâche, autrement dit. Tu peux y imposer de faire un minimum de consultations par jour. Tu peux y imposer de débuter ses consultations, par exemple, à partir de 8 heures le matin ou à partir de 9 heures le matin. Et c'est un peu le Gaétan Barrette, mais sur les stéroïdes, cette réforme-là. Et tu peux aussi imposer une tâche qui ne ferait pas de façon ordinaire. Ça existe pour les omnipraticiens. Je vais te donner un exemple. Par exemple, disons que tu travailles dans la région où est-ce que je travaille comme omnipraticien. À moins d'avoir une autorisation spéciale, tu ne peux pas faire juste du bureau, OK? Tu es obligé soit de faire de l'urgence, tu es obligé soit de faire du CHSLD. Donc, c'est ce qu'on appelle des activités. Donc, ça existe pour les omnis, mais ça n'existe pas pour les spécialistes. À l'heure actuelle, ça existe, mais partiellement. Et là, Christian Dubé veut renforcer ça. Est-ce que c'est une bonne résolution? Je te dirais, Jerry, dans le contexte du système, de notre système, qui est gouverné de façon ultra-centrale, qui manque d'effectifs, c'est pas une mauvaise résolution en soi, mais c'est pas ça qui va traiter le problème à la cause. Mais de dire, bon, les spécialistes, il faut que vous commenciez vos consultations à partir de 9 heures le matin, il faut que vous fassiez telles activités. C'est-à-dire, tu peux dire à un spécialiste, il n'y a pas suffisamment d'omnipraticiens pour hospitaliser. On veut pas que vous soyez seulement consultant, on veut que vous ayez les patients à votre nom dans l'hôpital également. Donc, dans le système que moi, je voudrais créer, tu n'aurais même pas besoin de ça comme tel. Mais dans le système actuel, je comprends pourquoi M. Dubé veut aller là. OK. C'est drôle parce que j'étais avec un chirurgien au football au Dolphins cette semaine, puis je connais Roger depuis longtemps parce qu'on se connaît par le golf. Puis là, je savais qu'il était un genre de semi-retraité. Il opère des fois de temps en temps quand ils sont mal pris, mais il opère plus vraiment. Puis je dis, tu sais, puis il n'est pas à bout d'âge, là. Puis j'en connais, c'est pas juste lui que je connais qui ont tiré sur la retraite beaucoup trop vite. Lui, il me dit, écoute, il dit j'adore ma job, j'adore mon métier, j'ai encore le feu sacré, mais il dit, je suis plus capable d'être de garde, puis après ça, de faire de la clinique externe après avoir eu 3 cas d'ennui. Puis de voir 40 personnes dans la journée dans mon bureau, je suis plus capable, rendu à tel âge. C'est vraiment ça que quelqu'un qui a près de 60 ans, qui est dans le réseau, qui est là, qui est un médecin spécialiste, faut qu'il passe la nuit de garde, il arrive des urgences, il est fait. Puis là, à 8 heures le matin, il faut qu'il voit des patients dans son bureau jusqu'à 4 heures l'après-midi. Voyons, qui a pensé à ça? C'est ce qui fait absolument aucun sens. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que, ça, tu le vois beaucoup dans les spécialités chirurgicales, à moins qu'il y ait une entente avec ses collègues pour pas qu'ils fassent de garde, mais ça devient, c'est difficile. Là, ça devient une entente entre collègues. Le problème aussi, puis on en revient à cette obligation-là des spécialistes, c'est que lorsque tu fais ça, le problème, c'est, je comprends pourquoi M. Dubé veut le faire, mais d'un autre côté, puis tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, Jeff, c'est que tu peux décourager des gens de continuer. Hein. C'est-à-dire celui qui a 57, 58 ans, puis que lui, il aurait aimé ça pratiquer parce qu'il aime beaucoup sa job, il voulait faire un 7-8 ans de plus, mais là, lui, il est rendu, écoute, ça fait depuis... parce qu'en médecine, là, des nuits, tu commences à en faire à partir de 22-23 ans quand tu commences là, ton externat. Tu sais, des nuits de 22-23 ans quand tu es rendu fin cinquantaine, début 60. À un moment donné, le corps ne suit plus, à moins que tu sois quelqu'un de vraiment exceptionnel. Mais cet individu-là, dans un réseau qui est plus libéralisé, ben lui, il va changer des genoux, il va changer des hanches en clinique, le jour, à son rythme. Et lui, il va être très utile parce qu'il est peut-être plus capable de faire des nuits ou plus capable ou il veut plus en faire. Mais ce qu'il va faire le jour, par exemple, de 9 à 3, ben, un autre n'a pas besoin de le faire. Donc, c'est un peu le problème de notre réseau. Il faut toujours qu'on veuille tirer tous les leviers et il faut que le ministre dise aux spécialistes, vous allez arriver à telle heure, vous allez faire telle activité, vous allez faire telle activité, telle activité. Quand en réalité, dans un réseau qui est plus libéralisé, ben, tu vas avoir des money makers puis des workaholics plus jeunes qui vont vouloir en faire des nuits, qui vont vouloir travailler. Puis tu vas avoir des gens qui sont en pré-retraite qui vont en faire moins, tout simplement. Mais on risque de décourager des choses aussi que je remarque, puis c'est le dernier point, je te laisse aller après, Karim. Mais j'ai des gens que je connais qui font des opérations. Ils amènent des clients, genre au Bahamas ou je sais pas trop. Là. Ça part en jet privé. Donc, le vendredi, ils débarquent du réseau. OK? Ils débarquent du réseau le vendredi. Ils démissionnent.
pour s'en aller dans le privé, parce qu'il ne peut pas être dans les deux en même temps. Là, il saute dans l'avion avec des riches qui ne peuvent pas attendre, puis qui disent « Moi, je me fais opérer ». Il s'en va les opérer, ils sont 7-8. Il y a une semaine, ils demeurent là une semaine, ils sont opérés la première journée, ils sont en convalescence pendant 3-4 jours, rembarquent dans l'avion, revient à Québec, s'en va chez eux. S'il y en a qui ont des problèmes, s'en va à l'hôpital par après. Mais lui, il réintègre le réseau public la semaine d'après. Alors que toutes ces opérations-là pourraient être faites par le même gars qui, mettons, fait du 50-50, du 75-25, peu importe, je ne sais pas la proportion, et ça peut être fait dans des salles d'opération au Québec, puis avec des endroits où les gens sont encore là. Mais non, on s'en va, on amène un jet, on s'en va aux Bahamas pour faire des affaires qu'on pourrait faire chez nous. Mais ça n'a aucun sens, ça. C'est là que tu vois, quand tu essaies de contrôler toutes les manettes toutes les manettes de l'opération, puis tu t'imagines que tu vas arriver au résultat que tu veux, tu es obligé de passer par des genres de chemins qui n'ont pas de bon sens, comme celui que tu es en train d'expliquer. En réalité, lorsque le fournisseur de soins, si on est juste capable de s'entendre là-dessus, le payeur et l'État, puis tu sais, oubliez mon histoire d'assurance, on arrivera dans mon monde peut-être un jour, là, mais juste là, si on est capable de s'entendre, le payeur de soins est l'État, le fournisseur est privé, OK? Au niveau de la gestion, monsieur, madame, tout le monde n'en a rien à faire de savoir le gestionnaire, c'est qui exactement? C'est-tu le gouvernement? C'est-tu un fonctionnaire de l'État? C'est-tu une compagnie internationale comme Ramsey, Capio ou Cleveland Clinic? Ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent pas sortir être leur carte opéré de au plus crédit. sacrant, puis ça coûte rien. C'est exactement ce que monsieur, madame, tout le monde veut. Et donc, à partir de ce moment-là, puis ça, donc si tu relèves l'interdiction de la pratique mixte chez les médecins, si on s'entend sur ce point-là, qu'on sépare les deux, le payeur et le fournisseur de soins, les cochonneries là, que tu viens de m'expliquer, ça n'existera à peu près plus. Ça n'existera plus. Ben non, c'est fini. Puis je pense que le but, c'est de ne pas compliquer trop les choses, puis de ne pas aller dans des explications qui sont ultra compliquées. Tu sais, la base, payeur, c'est l'État, le fournisseur, c'est le privé. À partir de, pas nécessairement pour tout, là, mais pour des interventions, disons, de mineurs à modérés, comme ce qui se passe dans à peu près tout le monde développé. Et, tu sais, une petite chose que je veux ajouter, les gens, quand les gens démonisent le système de santé américain, la raison pourquoi j'en parle pas du système de santé américain, c'est que sur les ondes de Jeff Fillion, je vais en parler, mais tu sais, si je me mettais à faire une entrevue à Radio-Canada, puis je prononçais le nom. Non, je prononçais je veux dire, Éric, il va être pogné pendant 8 mois. Non, mais même jusqu'à l'élection, à dire votre porte-parole en santé l'a dit, vous voulez le modèle américain. Donc, oui. Tu comprends? Et c'est pour ça. Mais dans le modèle de santé américain, et c'est ça que j'avais appris, puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent pas ça. C'est assez intéressant. Ça, c'est Marcel Boyer qui m'a appris ça. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Boyer, qui est un économiste émérite. Là. Exact. Selon un ranking là, international, il est dans le 2 à 3% des économistes de sa génération qui ont le plus de rayonnement à l'international. C'est vraiment, et il a publié beaucoup sur la santé. Il était venu à notre colloque au PCQ sur l'économie et il m'avait appris une chose, c'est que le 8% d'individus qui ne sont pas assurés aux États-Unis, pourquoi exactement? C'est qu'il y a une résistance. Je veux dire, les États-Unis peuvent imprimer, c'est le dollar américain, c'est l'étalon international. Là. Ils sont capables de construire 2 porte-avions, là, s'ils veulent, qui vont coûter énormément d'argent en l'espace de 3 ans. Là. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent pour assurer le 8%, c'est pas qu'ils sont méchants, tout ça. C'est qu'il y a une résistance au sein même de la population en ce qui a trait à l'obligation de l'assurance. Tu comprends? Oui. Les pays européens, eux, c'est obligatoire d'être assuré. Ici, c'est obligatoire d'être assuré. Aux États-Unis, il y a vraiment une résistance au sein de la population. Donc, c'est très difficile d'aller faire passer au Congrès et ensuite au Sénat une loi qui obligerait la population
à s'assurer. C'est beaucoup des gens, les gens qui ne sont pas assurés, c'est beaucoup des gens qui ont le moyen, en passant, c'est des gens qui le disent un peu. Là. Car moi, là, je n'aurais pas besoin de mon assurance pendant les 40 premières, 50 premières années de ma vie. Je vais mettre 10 000 $ dans un pot par année que je vais gérer moi-même, je vais le mettre en bourse. Quand je l'aurai besoin, je vais aller piger dedans, mais il va être probablement rendu à des millions de dollars. Donc, ça se peut que finalement que je le vide jamais. Il y a un thinking d'affaires là-dedans aussi. Là. Oui, exactement. Puis ce que M. Boyer m'apprenait également, c'est que il y a beaucoup, puis ça, je le savais quand même un peu, là, mais aux États-Unis, il y a énormément de public en santé. Les gens ne savent pas ça. C'est pas uniquement... Si tu prends le modèle suisse, on s'imaginerait pas ça. La seule différence, c'est que le modèle suisse, il y a une obligation d'être assuré, mais tu n'as aucun assureur de l'État. C'est uniquement des assureurs privés. Aux États-Unis, l'État assure beaucoup de gens, ce qu'on appelle le Medicare. Le Medicare, exactement. Ouais. Ça, l'État paie énormément. Puis si tu regardes comment l'État paie aux États-Unis... Bon, il y a beaucoup de cliniques communautaires, il y a beaucoup d'hôpitaux même communautaires, il y a pas qu'à faire là. Exactement. Donc, le modèle américain comme tel, moi, je trouve qu'il est bon en santé, mais d'en parler, puis, parce qu'il y a tellement de choses que les gens ignorent à partir de ce modèle-là. Moi, j'ai déjà fait des stages aux États-Unis et c'est pas vrai que les gens, on les laisse crever en plein milieu de la rue. C'est criminel, tu n'as pas le droit, là. Tu vas avoir des accusations si tu fais ça. Ouais. Leurs listes d'attente sont presque inexistantes. Ça dépend des États, là, mais ils ont des listes d'attente. La raison pour laquelle ils perdent des points sur le ranking international et que le Canada est plus ranké, c'est pour deux raisons. En raison du fait qu'il y a 8% des gens qui ne sont pas assurés et en raison du fait qu'ils ont tendance à moins taxer les produits, là, malbouffe, etc. Et ils font moins de, comment je peux dire, de prévention, entre guillemets, parce qu'ils sont plus libertariens, sont moins liberticides, disons, par rapport à quelqu'un qui va fumer, qui va faire de la malbouffe, qui va prendre de la malbouffe, parce que ça, c'est réglé un peu avec les assureurs privés d'une certaine façon. Voilà, exact. Fait que je voulais expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Pourquoi tu parles pas du modèle américain? Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas? » C'est pas que je le déteste, c'est une raison politique, disons. Exact. Hey, merci, Karim. C'était vraiment intéressant. Quand on a fait un bon 35 minutes, puis ça nous prouve qu'il faut le faire plus souvent. Karim Eliaoubi, porte-parole en santé pour le Parti conservateur du Québec. On va se reprendre pour parler d'autres choses. On a plein d'autres sujets. On va en reparler peut-être après les fêtes avec Karim. On revient dans quelques instants sur Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com